Avant de commencer l'émission, je voulais vous faire part de quelque chose. Il y a plein de nouveautés à l'intérieur. Essayez de les repérer lors de toute l'émission et de me les mettre en commentaire. Bonjour et bienvenue à tous sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur influence, télé-réalité et société. Cette semaine, on est sur un look old school. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez vu que j'avais envie d'un thème un peu coloré, ancien, mais en même temps très classe. Et moi, je trouve vraiment ce thème, donc mon look très chic. Et premièrement, j'attends évidemment vos avis dans les commentaires quant à celui-ci. Autre chose, notre star nationale Blue est de retour sur la chaîne. Je vais essayer de le prendre avec moi pour chaque tournage Mix the Tea. J'ai prévenu sur Twitch que j'essaye de le faire travailler avec moi. Donc pour l'instant, on s'en sort bien comme ça et je sais que vous l'adorez. Donc tout le monde est content et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on est sur un sommaire qui va être des plus chargés et plus compliqués à traiter, étant donné que vous l'avez vu au titre, on va revenir sur plusieurs choses. Premièrement, la très grosse polémique qui entoure l'accident qu'a causé Pierre Palmade, un humoriste français très connu. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on va aussi revenir sur les interventions de Jessica Tivna ou encore le trio Bastos, Vivi et Nicolo et plein d'autres choses. Vous allez voir que c'est une émission qui est extrêmement chargée, que ce soit en télé ou hors télé. Donc j'espère qu'elle va pouvoir vous plaire. Autre chose, on a aussi une nouveauté lors de cette émission et il s'agit d'un jingle, le jingle des gros dossiers, parce que ça fait quelques semaines que je vous parle de gros dossiers, mais que en fait il n'y a pas de coupure entre l'émission et les gros dossiers. Vous allez voir que maintenant c'est chose faite, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Comme d'habitude, avant d'entrer dans l'émission, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag MTT en me disant ce que vous pensez de mon look ou à la fin pour revenir sur votre actualité préférée. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne parce que c'est le seul moyen pour qu'on arrive à mon objectif professionnel qui est 50 000 abonnés. Je vais lancer le générique, on se retrouve pour une mise au point et ensuite le top actu. En effet, je voulais commencer l'émission par une mise au point parce que c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis quelques semaines et honnêtement, je trouve que c'est plutôt intéressant de le faire dans le sens où c'est mon seul moyen de vraiment pouvoir communiquer avec vous. Ce sont les mises au point, de revenir sur certaines choses qui me sont dites et tout ceci. Et pour cette semaine, je voulais revenir sur 2 points. Pour le premier, je voulais revenir sur le fait qu'on m'a dit que j'étais moralisateur. Je suis désolé si ça peut paraître de ce sens, bien que sur Twitch on m'a dit d'arrêter de dire que j'étais désolé, mais je pense que c'est par rapport à la prévention que je dois faire et par rapport tous les trigger warnings et tout le fait que que je fasse de la prévention par rapport aux actus. Et il y a des gens qui m'ont dit que ça les infantilisait. Et je suis désolé, mais je ne compte pas arrêter parce que, comme je l'avais dit pour les trigger warnings, quand on m'a dit que j'en mettais un peu trop beaucoup, et ça sera pareil ici. Je préfère avoir trop de prévention dans mes vidéos que pas assez. Deuxième chose, je voulais revenir sur une actualité en particulier de dimanche dernier qui était par rapport à Camille Froment et qui revenait sur les fautes d'orthographe. Parce que beaucoup de gens ont cru que je parlais de l'aspect rappeur quand j'ai dit que dans ce milieu il y avait énormément de fautes d'orthographe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que absolument pas. Je parlais principalement des candidats de télé-réalité et je parlais du candidat d'Adino et non du rappeur parce que moi je l'ai surtout connu dans Maman est célèbre, je n'écoute pas de rap et quand je disais que dans ce milieu il y a énormément de fautes d'orthographe, c'est juste factuel. Même moi j'en fais, je m'estime pas être dans le milieu télé-réalité, mais même moi je fais énormément de fautes d'orthographe et il n'y avait rien de péjoratif là-dedans et rien de piquant là-dedans, c'est juste une réalité. Si on regarde toutes les stories des candidats de télé-réalité, 80% font des fautes d'orthographe. Donc voilà, c'était tout pour ces mises au point, mais je pense qu'elles étaient nécessaires. On va pouvoir rentrer au top actu. Première actualité du top actu, je voulais revenir sur Enjoy Phoenix parce que Enjoy Phoenix a fait parler au cours de la semaine et honnêtement j'avais envie de partager son coup de gueule. Vous allez le voir défiler à l'écran et ça va être une actualité qui est extrêmement courte, mais en fait elle était sur le canapé avec son petit ami Henri lorsqu'elle décide d'aller dans ses DM Instagram. Dans ceci, lorsqu'elle commence à fouiner un peu, elle se rend compte que quelqu'un lui envoie une photo. Comme vous le voyez à l'écran, c'est une photo qui est cachée, mais c'est une photo d'une... Je vais mettre un trigger warning juste ici si jamais il y a des jeunes qui me regardent, mais pour vous expliquer, une est en fait une photographie qu'on envoie de notre attribut et c'est principalement les hommes qui font ça et l'attribut masculin.
Enjoy Phoenix a été choquée de ce qu'elle a reçu et c'est pour ça qu'elle a partagé un peu ceci sur Instagram en précisant quelque chose que j'ai trouvé extrêmement bien à préciser, c'est qu'elle a été portée plainte. Et en effet, elle a partagé un post Instagram qui montre que quand on porte plainte pour ce genre de choses, maintenant il y a effectivement des répercussions. En effet, je vous cite ce qu'elle a partagé, ce que dit la loi. L'article 624.2 du Code pénal prévoit une amende de 750 € pour qui a envoyé un message ou une photo contraire à la décence à une personne de plus de 15 ans. Et je vous laisserai le lien de ce post dans la description si jamais ça peut vous intéresser et surtout pouvoir dissuader les personnes d'envoyer ce genre de photos parce que oui, c'est extrêmement dérangeant, déplacé et on se rend pas compte mais ça peut vraiment choquer des personnes. Donc bravo à Marie pour son coup de... Vous allez voir que ça va pas être le seul coup d'influenceurs lors de cette émission et vous allez voir que j'ai l'impression que le vent est en train de tourner par rapport au fait que maintenant les youtubeurs et influenceurs osent montrer ce genre de choses et osent dire que non, ça ne va pas. Deuxième actualité du Top Actu, on revient sur Nicolo et je vais vous laisser regarder cette story premièrement. Chaque fois, je vous parle de ma voiture, c'est pas possible. Je vais faire un concept sur ça, mais au moins, je vous parle de la voiture garée. Il y a des gens qui vous parlent quand ils conduisent. Ça, c'est un très mauvais exemple pour tout le monde, voilà. Comme vous l'avez vu, Nicolo est en train de faire un petit pic à beaucoup de candidats et candidates qui prennent leur téléphone en conduisant et qui nous font des stories alors qu'elles ne devraient pas le faire parce que premièrement c'est illégal et surtout c'est très dangereux d'être comme ça avec son téléphone, avec une voiture en marche qui est en train de conduire. Nicolo précise que lui s'est arrêté pour faire sa story, pour prendre son téléphone et pour communiquer avec ses abonnés et je trouve que c'est absolument quelque chose qu'il faut souligner et que c'est une très bonne chose à dire et à faire et un très bon exemple à montrer parce que je crois que c'est un des seuls dans les candidats télé-réalité, je parle, qui a fait ça et qui a dit « moi je me suis arrêté pour vous parler ». Je voulais le souligner et bravo Nicolo. Deuxième chose, il y a aussi une deuxième partie à cette story que je vous laisse regarder. Le cross, je vais m'exprimer sur une vidéo YouTube, je vais faire le bilan final de cette aventure, je vais vous parler de la finale aussi, de mon ressenti, de plein de choses. J'ai divisé un peu par étapes la vidéo, je dois encore la tourner, hein, mais j'ai déjà un peu imaginé, commencer à penser à comment la faire. Je vais parler des étapes les plus marquantes et ce que j'ai ressenti à ces moments-là. Je pense que ça peut être intéressant. Et ce soir, il y a les apprentis aventuriers qui commencent. Voilà, du coup, regardez l'aventure. Regardez mon aventure. Je pense que vous allez comprendre plein de choses dans cette aventure. Comme vous venez de l'entendre, il nous fait très vite comprendre qu'il va premièrement faire une vidéo qui revient sur tout le bilan du cross, donc l'émission qui vient de se terminer, mais aussi qu'on doit regarder la nouvelle émission qui vient de sortir sur W9, les apprentis aventuriers. Pas de spoil s'il vous plaît, quand il y aura du spoil, parce que je vais vous parler de la villa juste après. Mais pour l'instant, pas de spoil, on ne parle pas de spoil dans les commentaires par rapport aux apprentis, mais il nous dit de regarder parce qu'on va vite comprendre grâce à cette émission ce qui s'est passé entre lui et Victoria et surtout pourquoi est-ce que ça s'est terminé de cette manière. Donc très hâte de regarder ça et de surtout pouvoir comprendre, mais maintenant revenons un peu sur le cross. En parlant du cross, on rappelle que Nicolo a évincé Nicolas Lodina et lui a piqué sa place de chef. Croyez-le ou non, mais la semaine dernière, ce petit duo a fait parler. On rappelle, comme je viens de le dire, que Nicolo avait vraiment piqué la place de chef à Nicolas et à la fin de l'émission, on pouvait entendre que les deux s'entendaient mieux, qu'ils étaient limite devenus amis. Nicolo disait à la dernière cérémonie, être chef ça a été très dur, il n'y a pas que des côtés positifs, on a réussi à se ressouder, je m'entends hyper bien avec Nico, je l'aime bien. J'ai découvert le Nico que je n'avais pas compris avant. À côté de ça, on avait même vu Nicolas revenir dans le cross pour tout simplement reprendre la compétition et on a appris malheureusement via les médias sociaux que les deux ne seraient plus du tout en contact. On pouvait entendre Nicolo dire « J'ai souvent Vivian, Clarisse et Marois au téléphone, je vais également les voir à Paris, ce sont des vrais amis. » Mais par rapport à Nicolas, il a dit « Nous ne sommes plus parlé depuis la fin du tournage, nous n'avons plus aucun contact. Je pense que je ne suis pas la personne qu'il aime le plus au monde. On ne s'entend pas à 100%, mais quand je rentre chez moi, je ne déteste personne, je n'ai rien de personnel contre Nicolas. » On peut donc comprendre qu'ils étaient surtout collègues avant d'être amis, même pas connaissances, genre vraiment collègues. Et je voulais préciser que du coup, oui, il y a une différence dans ce milieu, et pas que dans ce milieu d'ailleurs, même dans tous les milieux influence, j'ai envie de dire, entre collègues et amis. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de candidats et beaucoup de monde qui gravite autour de la télé-réalité. Pourtant, ils ne sont pas tous mes amis en fait. On a certaines personnes avec qui on a plus d'atomes crochus,
d'autres avec qui on en a moins. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre collègues et amis. Je ne sais pas si ce que j'essaye de vous faire comprendre sera compris, mais je voulais le placer là. Et surtout, je voulais rappeler autre chose, c'est que Nico vit une période assez compliquée. Il est en pleine séparation, il a du mal à voir son fils. Enfin, il y a tout ça qui fait que je ne pense pas qu'il en ait quelque chose à faire de Niccolò Federico Ferrari di Milano là tout de suite, tu vois. Donc je sais pas trop. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les deux pourraient se retrouver sur un tournage et s'apprécier malgré le fait que ouais, Niccolò est vraiment arrivé pour faire un sale coup d'état à Nicolas? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, le cross c'est terminé. C'était une belle émission, mais personnellement, moi j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'en pouvais plus en fait de toujours voir les mêmes choses. Donc j'ai juste regardé les 2-3 derniers épisodes de la finale, mais on va y revenir juste après. Actualité hors télé, et je sais que vous la vouliez et que vous l'attendez, il s'agit de Rihanna au Super Bowl. Les gens ont été ravis de savoir qu'elle a fait un show à la mi-temps du Super Bowl le 12 février 2023. Ce n'est pas tout, parce qu'elle a aussi annoncé autre chose, c'est sa deuxième grossesse, et ça a vraiment ému tout le monde. Je ne connaissais pas vraiment le Super Bowl parce que je ne suis pas vraiment ce genre de choses, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le show de la mi-temps est vraiment quelque chose qui est ultra attendu tous les ans, et que cette année, ça soit Rihanna, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe, parce que on attendait de la revoir sur scène et tout ça, et là, honnêtement, c'était vraiment un gros coup d'état pour plein de raisons. Premièrement, parce que ça fait 7 ans qu'elle n'était pas montée sur scène, et durant cette période, elle a lancé sa marque, elle a eu un enfant et tout ça. Et là, elle nous fait un show vraiment incroyable dans lequel elle annonce une deuxième grossesse. Et il y a aussi eu un petit clin d'œil à Fenty Beauty à l'intérieur. Je vous laisse regarder. Mais oui, c'est vraiment l'annonce de sa deuxième grossesse qui a fait l'effet d'une bombe. On la voit dévoiler un ventre arrondi, l'occasion d'annoncer la venue d'un prochain et deuxième enfant. Évidemment, tout le monde se réjouit pour elle, mais les plus grands fans, eux, auraient préféré, attendaient peut-être un nouvel album, l'annonce d'une reprise de musique ou peu importe, mais on aura eu juste une annonce de deuxième grossesse, et croyez-moi, je pense que c'est déjà beaucoup, et moi j'ai vraiment apprécié le petit clin d'œil fait à Fenty Beauty, sa marque de cosmetics, lors de ce show. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est vraiment une icône en tout point. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve par la suite. Rihanna est vraiment toujours pleine de surprises, et je pense que c'est pour ça qu'elle est catégorisée et sera toujours catégorisée comme la Queen. Carla Morrow, c'est un nom qui revient sans cesse avec une seule question. Depuis sa séparation avec Kevin, est-ce qu'elle est de nouveau en couple? La semaine dernière, comme vous êtes au courant, on a eu le droit à une Saint-Valentin pour tout le monde. Bah oui, c'était un peu une fête nationale. Rudy, réveille-toi. Même internationale. Est-ce que la Saint-Valentin est une fête internationale? Dites-le moi dans les commentaires. Mais bref, les abonnés en ont profité pour demander à Carla si elle était toujours en couple. Parce que vous rappelez-vous, il y a eu des rumeurs avec un restaurateur, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi par rapport à Kevin qui aurait pu être en flirt avec Cynthia, etc. Mais Carla, de son côté, elle dit qu'elle faisait pas grand-chose pour la Saint-Valentin et qu'elle ne voulait pas faire grand-chose. Elle aurait été en date avec Ruby. Sauf que dernièrement, elle avait même avoué une baisse de morale, ce qui ne laissait pas vraiment sous-entendre qu'elle aurait quelqu'un dans sa vie. Elle disait, comme beaucoup peuvent en avoir, des baisses de morale, c'est la vie, ça, on ne peut pas toujours être à fond. Mais elle a aussi donné l'eau à la bouche aux gens parce qu'elle a posté une photo avec un énorme bouquet en écrivant « J'ai beaucoup trop de chance » et accompagné d'un emoji cœur rose, ce qui pouvait donc laisser sous-entendre que oui, il y aurait pu avoir quelqu'un dans le tableau. Évidemment, ça a fait parler. Beaucoup se sont demandé si elle n'était pas de nouveau tombée amoureuse de quelqu'un. Et il suffisait d'une seule session questions-réponses sur Instagram selon officiel.fr pour que Carla nous donne une réponse. En effet, un abonné lui a dit célibataire, très simple d'ailleurs, on souligne pour poser la question, et Carla a répondu yes, ce qui veut dire oui, ce qui veut donc dire qu'elle est célibataire. Et en plus, au moment où elle montre ça, elle fait une photo où elle sourit, ce qui montre qu'elle doit être heureuse de cette décision et qu'elle doit être heureuse comme ça. On rappelle que Carla en ce moment est surtout en train de se reconstruire, de prendre du temps pour elle, d'essayer d'être la meilleure version d'elle-même, et je trouve ça vraiment cool qu'elle s'affirme en fait ainsi et qu'elle soit heureuse ainsi. Au final, à la soirée de la Saint-Valentin, on verra une photo de Carla et Ruby nous laissant comprendre qu'elles ont fait et qu'elles ont passé la Saint-Valentin ensemble. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'elle voulait jouer avec le bouquet et l'emoji cœur rose et tout ça, ou est-ce que vous pensez tout simplement que elle a partagé quelque chose qu'elle a reçu et c'est tout à fait son droit? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait beaucoup de ce que vous en pensez, mais personnellement c'est vrai que j'ai déjà vu beaucoup de candidats et même d'influenceurs jouer avec ce genre de choses pour créer 2-3 petits clics et petits vues, et d'ailleurs on en reparlera à la fin de l'émission.
Avant-dernière actualité du Top Actu, on revient sur une des dernières vidéos de Bastos with Love. En effet, il a lancé un nouveau concept et dans celui-ci, on en apprend un peu plus sur les candidats de télé-réalité. Dans ce nouveau concept, en fait, il veut nous montrer les dessous des candidats, les salaires, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils font en dehors des émissions. Pour le premier invité, on a eu Vivian, un candidat assez emblématique qu'on a pu retrouver notamment dans le Cross cette année. Il est donc venu pour ce nouveau concept afin de donner un peu plus d'informations aux fans et aux followers par rapport au-dessous de la télé-réalité. Par exemple, à quel point es-tu riche, quel est ton salaire, que possèdes-tu, etc. La première question pour son salaire, Vivian dit que ça varie entre 5 000 et 25 000 euros par mois, ce qui est quand même pas mal, on va pas se mentir. Et il dit aussi qu'autrefois, dans l'agence de Magali Berda, donc il était chez Shona Evans, il aurait gagné environ 9 000 euros par mois à l'époque. Et il précise qu'il n'a aucun problème avec Magali Berda et que, je cite, je m'entends très bien avec elle. Donc peut-être qu'il a juste quitté Shona pour d'autres raisons, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté Shona au cours des dernières années et beaucoup ont taclé Magali. Pour le coup, Vivian, non. Donc peut-être que c'était pour une autre raison, mais je trouve que c'était assez important de le préciser. Pour aller dans la suite des questions, on apprend que Vivian vit toujours chez sa maman dans un appartement de 100 mètres carrés qu'elle a acheté et qu'elle est très fière d'avoir acheté, et lui aussi est très fier. Il disait: je suis très fier d'elle parce que ma mère est femme de ménage. Elle s'occupe aussi des personnes âgées, donc là elle est à la retraite, mais elle a vraiment travaillé toute sa vie pour pouvoir payer sa maison d'elle-même. Elle ne doit rien à personne. On apprend aussi qu'il est en pleine recherche d'appartement ou de maison, mais que c'est très compliqué parce qu'en fait il n'a pas de CDI vu son statut, j'espère, d'auto-entrepreneur, et que malgré tous les loyers d'avance qu'il peut donner, etc., c'est très compliqué pour lui qu'une agence ou un propriétaire ou peu importe lui fasse confiance afin qu'il puisse avoir son appartement ou sa maison. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient énormément dans ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est que c'est très compliqué de trouver un logement et d'avoir vraiment ce qu'on veut parce que on n'a pas de CDI. Mais il va aussi tacler certains candidats en disant: il y a beaucoup de candidats qui mentent sur leur salaire. Moi, il y a des candidats qui me faisaient croire qu'ils gagnaient 50 000 euros, 60 000 euros, alors qu'en fait, j'apprenais qu'ils gagnaient 3 000 euros. Et je comprends pas pourquoi mentir. Quoi qu'il en soit, même si Vivian a voulu piquer, moi je pense que cette nouvelle série de vidéos va faire parler suivant les invités que Bastos aura, et c'est pour ça que je voulais le partager. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'on va pouvoir en apprendre vraiment pas mal sur certains candidats, sur leur train de vie, etc. Là pour le coup, c'était Vivian et le fait qu'il vive chez sa mère encore, mais on a quand même eu son salaire. On a eu aussi sa plus grosse possession, j'ai oublié de le dire, mais sa plus grosse possession est un Land Rover cabriolet qui a un coût de 52 000 euros. C'est quand même énorme. Et il en est très fier aussi. Personnellement, ça faisait un moment que j'avais pas regardé le contenu de Bastos parce que les vidéos un peu X ne m'intéressaient absolument pas. Donc je suis content qu'ils reviennent avec ce genre de nouveaux concepts et j'ai hâte de voir les prochains invités. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dernière actualité du Top Actu, on doit revenir sur Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna, mais pour ça, il faut parler de Booba. On rappelle que Booba et Cyril sont en guerre dernièrement, surtout depuis que Booba n'a cessé de piquer Cyril sur Twitter. Cyril avait d'ailleurs répondu à ça de manière indirecte sur le plateau de TPMP. Il avait dit: si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta Il y a des gens qui sont loin et ils font les malins. Un jour à Paris, on verra comment ça se passe. On comprend donc que ce sont littéralement des menaces, et pour la Saint-Valentin, Booba a décidé de rester sur Cyril, mais cette fois-ci, il a voulu le piquer sur autre chose. En effet, Booba a fait des révélations, et je mets des gros guillemets, sur la relation entre Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna. Pour rappel, il y a énormément de rumeurs qui affirment qu'ils sont en couple, parce que cet été, de nombreux vacanciers ont remarqué qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient passé du temps ensemble. D'après les blogueurs, Kelly aurait aussi passé du temps dans la maison de Cyril, donc les fans attendent vraiment une officialisation sur leur relation amoureuse. Mais eux préfèrent rester discrets sur le sujet. Et d'ailleurs, l'affaire fait beaucoup de bruit, mais lors d'un question-réponse, Kelly avait répondu en disant qu'elle était tout à fait seule et qu'elle restait vraiment seule. Visiblement, ça n'a pas convaincu Booba qui, ce 14 février, a décidé de poster un nouveau message sur son compte Twitter. Pour la Saint-Valentin, il a posté une photo de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli en train de s'embrasser sur le plateau de TPMP. Il a écrit: ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils cachent leur relation. Elle est jolie, etc. Bon, elle est blonde, mais ça veut pas dire qu'elle est bête, il n'y a pas de honte. Booba a ensuite balancé une grosse bombe sur Cyril en disant: moi je les ai surpris dans la loge à Baba, totalement décontractés. Reste à savoir si ce nouveau message va pousser Cyril et Kelly
Kelly à avouer s'ils sont en couple, s'ils le sont, hein, parce que on vous rappelle que ce sont que des rumeurs et qu'on n'a aucune affirmation pour le moment. Mais attention, parce que moi, quelque chose qui m'a dérangé, c'est que cette photo ne date pas du tout d'aujourd'hui. Et personnellement, ne suivant pas TPMP, pour moi, elle datait d'il y a pas longtemps. C'était une photo genre prise sur le fait, mais pas du tout. C'est une photo qui a été prise en 2019, le lundi 23 septembre, sur un plateau où Cyril fêtait ses 45 ans. Il y avait un petit peu des gages et des cadeaux. Et il y avait un gage ou un cadeau, comme vous préférez, qui était le Baba Smack. Et le Baba Smack, donc le bisou de Baba, a été pour Kelly Vedovelli. La photo date de ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut assez faire attention sur les réseaux sociaux. Booba se pose beaucoup de questions pour aujourd'hui à cause des rumeurs alimentées, mais cette photo date bel et bien de 2019. Donc c'est pour ça que je voulais terminer mon top actu encore une fois par vous dire de faire assez attention sur les réseaux sociaux à ce que vous lisez, à ce que vous entendez, parce qu'on peut un peu manipuler les images et les dire comme on veut. Donc oui, la rumeur est actuelle, mais cette photo date de 2019. J'ai hâte de vous lire quant à tout ça dans mes commentaires. Qu'en pensez-vous? Premièrement, est-ce que vous pensez que Cyril et Kelly sont bel et bien en couple? Moi, j'avoue que depuis que j'ai entendu cette rumeur et que je regarde TPMP pour le travail, donc parfois il y a des actus que je suis obligé de regarder à la télé. Il y a aussi des personnes qui me disaient que je regardais même pas TPMP, mais si, je regarde quand il y a quelque chose qui m'intéresse et que je dois en parler, évidemment que je regarde pour pouvoir compléter. Mais c'est vrai que du coup, j'essaye de voir un peu les jeux de regard, les dires, comment ils se parlent, etc. Et maintenant que j'ai ça en tête, je me dis que oui, ça serait possible qu'il y ait une relation entre les deux. Mais après, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur et on n'a pas de réponse sur ça. Donc bien que je n'apprécie pas fortement l'émission TPMP, je peux pas parler à leur place. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez si vous suivez l'émission. Est-ce que vous pensez que Cyril Hanouna et Kelly pourraient être en couple? C'est donc la fin du Top Actu. On se retrouve tout de suite pour l'émission pure et dure. Comme je vous l'ai dit dans le Top Actu, une émission est en train de reprendre sur W9 et il s'agit des apprentis aventuriers. Et pour ce faire, une autre a dû se terminer et il s'agit du cross. Il faut en parler parce que je ne sais pas si vous avez suivi la fin, mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment lâché on va dire les 5, 6, 7 épisodes avant la finale, donc bien une bonne, même 2 semaines je dirais en fait, j'ai dû lâcher à peu près 10 épisodes avant la finale. Ça me saoulait de voir toujours les mêmes histoires, ça me saoulait de voir toujours les mêmes personnes, mais je voulais quand même voir la finale pour voir ce qui s'était passé et surtout pour pouvoir vous en parler et faire un débrief parce que je sais que certains n'ont pas forcément tout regardé. Donc avant toute chose, si jamais vous n'avez pas fini le cross, cette partie donc d'émission, cette rubrique va être remplie de spoil si vous n'avez pas vu, donc je vous conseille de passer juste en dessous, il y a la barre de minutage. Il y a la barre de défilement en fait avec les chapitres passés à la prochaine actualité. Premier truc que je voulais souligner, et ça s'est passé lors d'une des dernières épreuves, il fallait mettre le nom de quelqu'un à éliminer et en fait en gros la famille des Marseillais devait mettre un nom chez le RDM et le RDM un nom chez les Marseillais et les deux noms qui sont sortis à éliminer étaient Maëva et Nicolo, des noms de très très grosses têtes. Peu importe qui allait partir, ça allait forcément faire un vide. Le reste du monde voulait nommer Vivi. Donc en fait, on en avait marre parce que c'est vrai que Vivi est toujours la bête noire de la famille des Marseillais. Elle arrive, on la tège, elle revient, on la tège, alors qu'elle donne absolument tout pour sa famille et je trouve ça extrêmement dommage. Maëva a voulu prendre la défense de son amie parce que oui, on rappelle que Maëva et Vivi se sont réconciliés sur ce tournage et donc Maëva s'est nommée d'office et elle a voulu se sacrifier pour Victoria, un geste qui était totalement remarquable. Et pour vous parler de l'épreuve, en gros, il devait stocker un maximum d'oranges dans des paniers. Enfin, c'était assez compliqué, sans vous mentir. Et c'était pas le nombre d'oranges qui comptait, mais le poids. Et tout s'est joué à 200 grammes. Et la famille qui a remporté cette épreuve est le RDM. Donc, Maëva a quitté l'aventure juste avant la finale. Ça a fait un gros choc à tout le monde, ça a fait un gros vide parce qu'elle n'est jamais partie des Marseillais en mode éliminé, en mode dans le van et tout, donc c'était vraiment bizarre à voir. Au niveau des réactions, on a eu Greg en larmes, on a eu même Nicolo attristé, Victoria soulagée de rester et tous les candidats l'ont accompagné jusqu'au van. Maëva, elle, assume sa décision. On pouvait entendre « je ne regrette pas », Greg lui a dit « c'est comme si je perdais un poumon ». Après la diffusion de l'épisode, Maëva s'est exprimée en story. Avant de vous la faire écouter, elle a dit que Vivi ne l'aurait pas assez remerciée, mais qu'elle s'aime beaucoup et qu'elle était contente de l'avoir retrouvée en amie. Et que Greg, c'était quelqu'un comme de sa famille, quelqu'un qu'elle avait vraiment dans son cœur. Et peut-être elle dit ça pour faire taire les rumeurs de couple, on ne sait pas. Je vous laisse écouter. D'ailleurs, je trouve qu'elle m'a pas assez remercié parce que son merci en ITV, je l'ai là. Hein, alors qu'on s'est réconcilié, que je lui ai passé ma place. Hein. Non mais je l'en veux pas, je l'aime beaucoup. Victoria, vous savez, avant on était vraiment proches et puis après on s'est disputé, je pouvais plus me la voir et là dans le cross on s'est réconciliés.
déjà, faut savoir que moi, j'aime beaucoup Nicolo. J'ai adoré m'embrouiller avec lui. Parce qu'il a du répondant et tout. Et il est pas mauvais. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et la personne que j'aime le plus à la télé, c'est mon bébé Greg. Je l'aime et je le considère comme quelqu'un de ma famille. Alors, on a une histoire très particulière parce que on était amoureux, lui et moi. Et au final, avec Greg, en fait, on a mis du temps à se rendre compte qu'en fait, on n'était pas fait pour être ensemble. Mais on s'aime tellement, en fait, que on peut que rester liés. Et moi, Greg, c'est la personne que j'aime le plus en télé. Je l'aime de tout mon cœur. Autre chose par rapport à la fin du cross, on reviendra sur Maeva Genam un peu plus tard dans l'émission, mais autre chose sur la fin du cross, et je pouvais pas laisser ça passer. Je sais pas si vous avez vu, mais à la porte de la finale, il y a eu une séquence qui a fait vraiment buzzer sur les réseaux sociaux, et c'est une faute d'orthographe que Camila a commise lors d'une épreuve. En gros, on devait faire des graffitis parce que je peux pas vous afficher le moment pour des raisons de droit d'auteur. Ils devaient faire des graffitis sur un mur pour représenter leur famille. Et en fait, le RDM et les Marseillais ont chacun écrit le nom de leur famille, et du côté des Marseillais, Camila a écrit leur nom avec une énorme faute d'orthographe. Au lieu d'écrire Marseillais M-A-R-S-E-I-L-L-A-I-S, elle a écrit M-A-R-S-A-I-L-L-A-I-S, ce qui veut donc dire une énorme faute d'orthographe qui a voulu être corrigée par Victoria, mais au final, ils ont écrit Marseillais, ils ont carrément oublié le I, donc ça leur a valu des points et ils ont perdu cette épreuve. Tout le monde s'est moqué, on pouvait lire la honte, non mais là ça va les suivre toute leur vie. Victoria disait c'est comme si un Parisien écrivait Paris avec un Y, un Bordelais écrivait Bordeaux avec un O, mais c'est pas fini parce que sur les réseaux sociaux on pouvait lire heureusement que tu te fais de la télé-réalité vu l'intelligence, ça ne m'étonne même pas. D'autres internautes ont dit que Camila avait un ego surdimensionné parce qu'elle rejetait la faute sur les autres de sa famille, sur toute la famille au complet alors que c'est elle qui avait fait la faute en premier lieu. Moi c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez chaud de faire une faute sur le nom de l'émission. Enfin, c'est le nom de l'émission, c'est-à-dire qu'on regarde même pas le logo avant de participer, on regarde pas le contrat ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est quand même assez chaud de faire une faute à ce point. On en reparlait dans l'introduction, les fautes d'orthographe, ça arrive, mais là, ils étaient quand même une famille. Comment est-ce que tout le monde n'a pas pu voir les deux fautes? Enfin, du coup, on a vu la première, mais la deuxième, ils ont quand même écrit Marseillais. Et je trouve que c'est quand même, c'est chaud en vrai de montrer ça à la télé. Mais bref, c'est une séquence qui a fait énormément de bruit et énormément de buzz pendant la finale. Et c'est pour ça que je voulais revenir dessus avec vous. Quelqu'un d'autre qui a fait parler d'elle cette semaine hors télé-réalité, c'est Léna Situation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle lors d'un Mix The Tea. Eh bien, croyez-moi, elle a vite repoussé un coup de gueule. C'est l'influenceuse numéro 1 française, d'après tous les médias que j'ai pu trouver. Elle a dû faire face à de la misogynie une fois de plus. J'ai pris mes informations via Twitter et Oh My Mag si jamais ça vous intéresse. Pour les plus jeunes qui me regardent, avant d'aller plus loin, voici la définition de misogynie. La misogynie est un sentiment d'hostilité, de dédain qu'éprouvent certains individus à l'égard des femmes. La plupart du temps, les misogynes sont des hommes, mais une femme peut également être misogyne. Selon le média Oh My Mag pour sourcer, mais j'ai surtout vu tout ça sur Twitter, Léna Situation s'est attiré beaucoup de foudre suite à son dernier post Insta, mais aussi Twitter parce qu'elle l'a posté sur Twitter. D'ailleurs, on souligne que la haine était principalement sur Twitter, certainement pour être remarquée et être en top tweet. On en a déjà discuté tout au long de mes émissions, mais la raison de celle-ci était que sa tenue pour le Super Bowl n'était pas appropriée selon certains internautes. Enfin, je dis la raison et Oh My Mag aussi l'a dit, mais c'est évidemment pas du tout une raison de subir de la misogynie, mais enfin bref. C'était donc le Super Bowl en Californie le dimanche 12 février avec Rihanna comme on en a parlé juste au-dessus. Comme je vous l'ai expliqué, cette année c'est Rihanna qui a fait le show à la mi-temps et ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Et Léna Situation est une ambassadrice de Fenty Beauty, donc elle a été invitée à se rendre à cet événement. Elle était accompagnée de Seb Lafrite, son petit ami. Je le souligne parce que vous allez voir que c'est important parce que suite à ça, ils ont posté, enfin du moins on a vu beaucoup de photos de Léna sur ses réseaux sociaux. Je précise qu'elle était avec Seb, je le précise parce que vous allez voir un des commentaires qui m'a fait beaucoup rire d'ironie du coup. Les photos sont postées le 13 février 2023 sur son compte Instagram. Ensuite, sur Twitter, Léna a posté plusieurs clichés d'elle dans le stade qui accueillait le Super Bowl. Sa tenue pour l'occasion n'a pas plu à tout le monde, mais vraiment pas à tout le monde et je comprends pas comment est-ce qu'on peut aller insulter quelqu'un juste parce que la tenue ne plaît pas. Moi, je sais que ma tenue va pas plaire non plus à tout le monde parce que je suis pas en robe, mais qu'on vienne pas m'insulter parce que je suis habillé comme un garçon. Vous avez compris, hein, il y a des guillemets évidemment, mais il y a beaucoup d'internautes sexistes sur Twitter qui s'en sont pris à elle. On pouvait lire:
Seb Lafrite est encore avec elle, s'il l'est, c'est vraiment très grave. Je précise qu'il était avec elle et même physiquement pour le coup. Je pense même qu'il a pris les photos, donc il doit être vraiment fier de sa chérie, de la voir au Super Bowl dans ce genre de tenue, en train de littéralement d'être ça et d'être la meilleure version d'elle-même et la plus belle version de Lena situation. Et en vrai, il faut juste arrêter parce que on parle à la place de Seb, mais Seb il est juste fier d'elle, Seb il est juste content d'être avec elle, Seb il est juste vraiment très fier du parcours de sa chérie et c'est très beau à voir. On pouvait également lire, moi je trouve ça osé comme tu dis et je n'aimerais pas que ma fille prenne exemple. Ou encore, accepteriez-vous que votre femme ou votre fille s'habille comme ça? On parle d'un événement, et même si c'en était pas un, elle s'habille comme elle veut. Elle était pas nue non plus, hein. Faut arrêter parce que je trouve que ça va beaucoup trop loin et surtout elle était pas nue et je sais pas si ça, il y a que moi que ça ne choque pas, peut-être parce que je vois beaucoup de ce genre de tenue, etc. Mais pour moi, il y avait rien de choquant. Mais face à toute cette haine, Lena a répondu sur le réseau social Twitter. Elle a répondu à ce commentaire. Il y a un souci à toujours se à poil dès qu'il y a un événement, non? Et elle a retweeté ça en écrivant pas le monsieur torse nu sur sa pépé qui ouvre sa bouche. Elle a eu raison parce que je trouve ça assez ironique que quelqu'un qui est torse nu sur sa photo de profil Twitter ose dire ça alors que Lena était habillée comme ça spécialement pour un événement et que peut-être dans la vie de tous les jours elle ne l'aurait pas fait et même si elle le faisait, en quoi c'est grave? Est-ce qu'on peut mettre pause et m'expliquer en quoi c'est grave de voir quelqu'un habillé de cette manière et surtout de se prendre toute cette haine et toute cette misogynie dans la tronche alors qu'elle était juste contente d'être à cet événement. Beaucoup vont peut-être me dire que c'est de la jalousie et que tout simplement elle était à l'événement et pas eux et que par conséquent il faut trouver quelque chose sur laquelle taper. J'attendrai de vous lire dans les commentaires par rapport à ça, j'ai très hâte de vous lire mais franchement au bout d'un moment je pense qu'il faudrait vraiment arrêter avec ce genre de commentaires. Mais honnêtement oui, dites-moi si ça choque parce que j'ai même envie de faire un rapport avec mon émission de la semaine dernière et Mélanie ORL parce que on en parlait du fait que tout le monde était choqué qu'elle ait posté une photo nue dans sa baignoire, mais encore une fois, elle va pas être en combinaison de ski dans sa baignoire, mais c'est ce que je vous disais par rapport aussi à la première actualité du Top Actu, j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui décident d'épingler certains haters et d'y répondre pour montrer que non, ils ne vont pas se laisser faire. Je vois notamment Richard le faire sur ses réseaux sociaux, je vois Lena le faire sur Twitter, je vois Enjoy Phoenix le faire sur Twitter, et il y a beaucoup d'influenceurs qui ont l'air d'avoir dit cette année, ok, on en a marre, maintenant si un hater nous fait chier, on répond et on le montre. 2023 est peut-être l'année où les influenceurs en ont marre de se faire marcher dessus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les STT, je vous parlais de quelque chose qui concernait les influvoleurs, Marc Blatta, Nadé Blatta, aussi Dylan Thierry et Laurent Billionnaire. Il y avait eu des plaintes pour escroquerie et abus de confiance qui ont été déposées et il y en avait qui visaient notamment Marc Blatta. On a eu du nouveau dernièrement par rapport à ces plaintes et je voulais revenir avec vous. Marc Blatta a réagi à ces plaintes. Ces plaintes étaient pour abus de confiance en bande organisée et escroquerie en bande organisée. Il y avait plusieurs dizaines de plaignants qui ont estimé être victimes des manigances, et je mets des guillemets quand je dis manigances, mais du couple au moins, qui disait que en gros selon eux, avec des pratiques de trading, on pourrait rendre riche beaucoup de gens. On rappelle qu'il y a eu un total de 88 plaintes, ce qui n'est absolument pas rien, et il y en avait d'autres qui visaient Laurent Billionnaire et Dylan Thierry. Aujourd'hui, Marc Blatta a décidé de répondre et aussi par la voie juridique. Il a déposé plainte ce mardi pour dénonciation calomnieuse contre X et contre le collectif d'aide aux victimes, donc le collectif AVI dont je vous ai déjà parlé, et mes informations ont été prises sur BFM TV parce qu'ils étaient vraiment très complets à ce sujet. L'avocat de Marc Blatta a dit, selon BFM TV, quand vous dénoncez des faits en sachant qu'ils sont faux, c'est un délit. Il est donc normal que ces personnes répondent de leurs actes. Je rappelle que plus de 80 plaignants ont avoué et ont dit avoir été arnaqués par le couple par le biais de 2 projets en ligne. Je suis obligé de tout bien réexpliquer pour ceux qui ne suivent pas les STT, qui suivent que Mixosoty et pour ceux qui ne sont pas au courant tout simplement. Via BFM TV, je peux recontextualiser, donc je vais vous citer un peu. Premièrement, NFT Honeymoon, promu par Marc Blatta et d'autres influenceurs sur leurs réseaux sociaux, propose d'acheter des NFT et promet que l'investissement rapportera des gains importants. Honeymoon met notamment en avant des images reprenant des graphismes de marques comme Pokémon. Selon l'avocat des plaignants, on pouvait lire « Le projet utilise des marques qui ont par la suite démenti tout partenariat. Il n'y a que des promesses en l'air. Ceux qui ont investi n'ont jamais obtenu de bénéfices ni récupéré leur argent.
On chiffre le montant de l'arnaque à plus de 6 millions d'euros. Deuxième projet, le Blatta Gang, une sorte de copy trading qui permettrait grâce à des signaux de reproduire l'activité d'un trader expérimenté et de générer des bénéfices, chose pour lesquelles les plaignants se sont également plaints. Le problème est que ces plateformes de trading ne proposent que peu d'expertise et surtout très peu de stratégie de placement. Donc tout ceci a été accusé de promotion mensongère et de conseils factices en investissement financier. Depuis la révélation de cette affaire, donc les affaires des influx voleurs dites par Booba et maintenant par les médias, parce qu'on rappelle que franchement ça passe dans les médias maintenant et c'est pas juste Booba qui parle, tout le monde parle de ça et il y a vraiment de grosses enquêtes en cours. Mais à cause de tout ça, Marc et Nadé Blatta, eux, continuent de s'expliquer par rapport à ça. Ils affirment n'être à l'origine d'aucune escroquerie. On rappelle que même Marc Blatta avait dit bah ça va, s'il y a que 80 personnes qui se plaignent sur des milliers et des milliers, c'est que j'ai réussi mon coup. On apprendra via un communiqué que tous les deux se sont limités à promouvoir des plateformes en ligne en contrepartie d'une rémunération promotionnelle. Ces plateformes qui leur ont été présentées comme viables ont une existence légale dans leur pays et fournissaient un véritable service à leurs clients. C'est ce que le document fait par l'avocat de Marc Blatta a stipulé. On pouvait lire: Marc et Nadé Blatta n'ont pas eu la volonté de tromper les éventuels clients ou de détourner leurs fonds à leur profit ou à celui de leur plateforme. L'avocat fait d'ailleurs valoir le préjudice de travail en fait que subit Marc et Nadé parce que leur réseau social Instagram a été fermé et on rappelle que ce sont ces comptes qui leur permettent d'avoir une activité professionnelle et que par conséquent là ils sont un peu en galère, on va dire, hein, des gros guillemets encore une fois, c'est pour que vous compreniez, et par conséquent c'est pour ça que Marc Blatta est en train de se défendre par voie juridique. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous le fait qu'ils répondent de manière juridique en disant qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont à l'origine de rien est viable et entendable et compréhensible? Est-ce que vous pensez que, comme il dit, il n'y a que 80 personnes qui ont subi ça et par conséquent ça veut dire que leurs entreprises marchent quand même du tonnerre? Ou alors est-ce qu'il y a tout simplement que 80 personnes qui ont décidé de parler sur un nombre incalculable de personnes qui auraient pu être arnaquées? J'attends de vous lire dans les commentaires et j'ai vraiment hâte parce que c'est une histoire quand même qui est vraiment en train de prendre beaucoup d'ampleur et outre les réseaux sociaux, comme je vous le dis, on en entend aussi parler sur des médias traditionnels en ce moment et je pense que c'est assez important vraiment de revenir dessus. Et si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, ce n'est que le début et je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'enquêtes en tsum par rapport à tout ce qui se passe dans cet iceberg géant. Et sans vous mentir, j'ai eu la chance de pouvoir parler à quelqu'un qui est indirectement au courant de beaucoup de choses qui se passent à Dubaï et croyez-moi, si jamais tout sort, je pense que ça va faire un énorme bordel parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une grosse toile d'araignée et que tout le monde est lié les uns et les autres ensemble, tout ça pour de l'argent et des investissements et des business. C'est mon ressenti, attention, ce n'est pas factuel, ce n'est que mon ressenti et j'ai l'impression que si une tête tombe, ils vont tous tomber en même temps et ça va faire vraiment un cataclysme. À côté de ça, je rappelle aussi que les Français qui résident à Dubaï devront bientôt payer leurs impôts en France via le nouveau projet de loi qui est en train d'être discuté. Donc je pense que ça aussi, ça va faire un peu de bordel là-dedans. Mais en soi, si c'est pour faire régner l'ordre et les règles, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. On repart hors télé, mais j'avais très envie de vous parler de Ambre Chalumeau. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler cette semaine. Et si vous suivez les informations en ligne, vous n'êtes forcément pas passé à côté de ce scandale qui revient sur Ambre Chalumeau, chroniqueuse du plateau quotidien. J'ai été prendre mes informations sur Le Parisien et le Huffington parce qu'elle a été accusée d'avoir plagié une œuvre pour une chronique. L'œuvre en question se nomme Rivalité non féminin et a été écrit par Racha Belmedi. La polémique a alimenté beaucoup de réseaux sociaux tout au long du week-end. Sur le plateau de quotidien, ce lundi, Ambre est revenue sur tout ça et elle a dit: jeudi matin en réunion, on décide de parler du sujet. Je commence mes recherches, je vois plein d'articles et je tombe sur plusieurs essais. Je demande à recevoir le livre de Racha Belmedi pour finir ma chronique pour une recommandation lecture, comme elle peut le faire parfois mais qu'elle ne le fera pas cette fois-ci. Je ne l'ai pas lu. Elle dit que pour sa chronique, elle a pris plusieurs sources et qu'elle a mélangé ça avec ses connaissances personnelles, qu'elle n'a pas utilisé ce livre sans le citer, contrairement à ce qui a été dit. Je précise que personnellement, j'ai écrit chroniqueur sur ma chaîne YouTube, chroniqueur autoproclamé, et je l'ai écrit aussi sur mon compte Instagram, mais je n'estime pas être un chroniqueur. Par contre, pour mes rubriques, je fais exactement pareil. Je vais prendre plusieurs sources, je le mélange avec mes connaissances personnelles. C'est pour ça que oui, je regarde les émissions, c'est pour ça que je suis aussi des candidats, que je suis énormément de blogueurs, que je suis abonné à beaucoup
de choses sur internet, histoire d'avoir des connaissances personnelles en plus des sources que je vous cite pour pouvoir faire des rubriques assez complètes. Et c'est pour ça que je la comprends et que je comprends totalement ce qu'elle a fait. Et en fait, ce qui est dit là, c'est qu'elle n'a pas lu le livre et que c'est pour ça qu'elle ne l'a pas cité. Elle dira, et je cite, nos équipes ont cherché à entrer en contact par son attaché de presse. J'ai tenu à clarifier cela pour que ça ne discrédite pas tout le travail que l'on fait depuis 2 ans et demi et aussi car la rapidité avec laquelle tout ça a pris une telle ampleur est vertigineuse. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas mettre de moment parce que sinon mon émission va être strikée. L'intervention concernée revenait le jeudi 9 février. Dans cette intervention, Ambre Chalumeau évoque la représentation dans les médias des rivalités entre les personnalités féminines et elle fait référence notamment à Anne Hidalgo et Rachida Dati. Elle disait « La culture regorge de femmes rivales qui se battent pour un homme, un job ou une récompense et ça ne date pas d'hier. » En prenant pour exemple Blanche-Neige et la princesse, Black Swan, deux danseuses, une seule place dans le cœur du chorégraphe ou encore Jennifer Lopez et Shakira. Et au moment de la représentation de cette chronique, on a donc Racha Belmedi, autrice qui s'est plainte de ne pas être citée et de ne pas avoir été créditée. Sur un post Instagram, elle revient sur tout ça en disant « Les blanches privilégiées qui omettent de créditer les femmes racisées épisode nananananana quotidien. » Elle nous raconte un peu plus son histoire en disant « Hier matin, mon éditrice et l'attaché de presse de ma maison d'édition m'ont envoyé un mail pour me prévenir que la chroniqueuse Ambre Chalumeau avait demandé à recevoir mon livre afin d'en parler dans l'émission Quotidien. Cette chroniqueuse déroule alors une série d'exemples issus de mon livre, les mythes antiques, le cinéma, la pop culture, tout y passe. Elle se tait et sourit à Rachida Dati pour lui donner la parole. Elle ne me cite pas, mon travail est devenu le sien en une poignée de secondes. Et si ça s'est passé comme Racha le dit, en effet, c'est totalement horrible et sale de prendre le travail de quelqu'un sans le citer. C'est pour ça que moi, je cite les médias sur lesquels je vais, ici le Parisien et le Huffington Post. Mais c'est vrai que si c'est le cas, c'est totalement horrible. Après, attention parce que Ambre a dit qu'elle n'a pas lu le livre. Elle dit que c'est pas du tout ce qui lui a servi comme source pour sa chronique. Donc, on est vraiment sur un parole contre parole. Finalement, la production de Quotidien a répondu aux Parisiens. Ambre Chalumeau a été injustement attaquée sur sa race et son origine sociale. C'est la rançon de la gloire car elle est un de nos visages depuis 3 ans, mais personne ne mérite d'être victime de ce type de raid. J'espère que Racha Belmedi ne connaîtra jamais un tel harcèlement de meute. Et c'est vrai que si ces accusations ont été infondées et que on a lancé ça parce qu'on s'est dit « Ah bah peut-être que ça s'est passé comme ça », personne ne mérite, dans tous les cas, personne ne mérite un acharnement de ce type, mais là encore moins. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Racha Belmedi a supprimé sa publication juste après et parce qu'il renvoyait à Ambre des insultes assez horribles de par la description une blanche privilégiée qui pique le travail d'une femme racisée. Et c'est vrai que malheureusement ça renvoyait beaucoup d'insultes très virulentes et de haine à Ambre Chalumeau. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et si vous aimez bien ce contenu d'actu hors télé, mais si vous voulez mon avis, en vrai je peux comprendre le parti de Racha Belmedi. Si jamais tu as ton œuvre qui, selon toi, donc là en fait c'est pour ça, c'est ça la distinction, si selon toi elle a été piquée, je peux comprendre la colère vraiment forte si tu n'es pas crédité. Par contre, il faut soit garder ça pour soi, soit aller en parler directement avec les personnes concernées pour essayer de voir ce qui s'y passe. Faire cet appel sur les réseaux sociaux, malheureusement, effectivement, ça allait créer un scandale de ce type, une bombe de ce type et un acharnement envers l'une ou l'autre de ce type. Et aucune des deux ne mérite ça. Et c'est pas du tout ce que je veux lancer via cette rubrique non plus. Mais c'est vrai que je peux comprendre Racha, tout comme je comprends aussi que Ambre n'ait pas mérité cet acharnement. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très délicat, mais ça a totalement parlé de partout. C'est mon copain qui m'a envoyé cette actu en me disant regarde, tout le monde en parle de partout, renseigne-toi dessus et essaye d'en parler dans Mix the Tea. Du coup je le fais pour vous. C'est vrai que c'est hors télé et qu'on est vraiment sur quelque chose, enfin c'est dans la télé mais hors télé-réalité et on est vraiment sur quelque chose qui lie des problèmes de société et je trouve que c'est très intéressant, donc j'ai hâte de vous lire par rapport à ça dans les commentaires. Cette fois-ci, on va parler de spoil, donc si vous voulez pas avoir de spoil, je vous conseille de passer à la prochaine actualité parce qu'on va revenir sur la Villa 8. C'est une émission qui va pointer le bout de son nez. J'ai appris pas mal d'informations via les blogueurs, via Varubekios, via Blasting News, via Skyres TV. Donc pour citer mes sources, ce sont les 3 là. Et si jamais vous voulez pas de spoil quant à la Villa 8, je vous conseille de passer à la prochaine actu. Mais une autre émission qui pointe le bout de son nez est bien la Villa 8. On rappelle que ce concept est là pour réparer des cœurs brisés.
brisées, donc des déceptions amoureuses, on a aussi des problématiques dues à notre enfance, à des traumas, etc. Et tout ça accompagné d'une love coach, Lucie Mariotti, que personnellement j'adore beaucoup. Durant quelques semaines, les candidats sont dans une villa vraiment magnifique et cette villa les accueille pour régler leurs problèmes via des coachings. On peut aussi rencontrer des prétendants et des prétendantes et espérer pouvoir repartir en couple. Comme je vous l'ai déjà dit, cette année, pas de candidat emblématique. En effet, on vise et on mise tout sur des anonymes et du frais. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Personnellement, je pensais que non. Vous m'avez dit que oui. Pourtant, vous allez voir qu'il n'y a pas l'air de se passer grand-chose sur le tournage. Selon Blasting News, cette année, la prod est très prudente et il n'y a presque pas de fuite sur les réseaux sociaux. Par contre, le compte Instagram Skyrest TV, nous a donné quelques infos exclusives. Il a passé une enquête poussée et il a dévoilé les dates de tournage, les lieux et les identités des 9 candidats sur place. En effet, Skyrest TV révèle que le tournage a commencé le 25 janvier et se terminera le 3 mars. C'est vrai que le tournage de la villa est toujours un tournage qui est assez long, je trouve. Et d'ailleurs, la diffusion aussi est toujours extrêmement longue. Donc on espère que ça ne va pas nous ennuyer cette année. Autre changement, cette fois-ci, le tournage n'a pas lieu à Las Terrenas en République dominicaine, comme les 7 saisons précédentes, mais à Cancun au Mexique. Parmi les candidats que je vais vous faire défiler à l'écran, selon Skyrest TV, on aurait Yannick, un célèbre TikToker, Yuri, un coach sportif, Mike Banks, déjà aperçu dans Dating with Dogs sur TFX, Aurélien Dutrieux, un Parisien, Patrick, un prétendant révélé dans Cosmic Love, Nico, un surfeur, Adonis, un top modèle, Elian, un sportif et Fanny, une kinésithérapeute. Premièrement, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a principalement des hommes? Je trouve ça bizarre, mais bon. Vous venez de l'entendre également, le prétendant Patrick de Cosmic Love sera présent dans la villa. Il a débarqué en tant que prétendant dans l'émission Cosmic Love et cette fois-ci, il sera en tant que cœur brisé. Malheureusement, il avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il semblait très arrogant, sûr de lui. Et par exemple, il n'hésitait pas à se prendre lui-même des dates avec les prétendantes de Cosmic Love. Donc, ça avait fait le buzz sur Twitter. On pouvait lire Patrick dans Cosmic Love, purée, je vais mourir, il est incroyable. Patrick, c'était le main character. MDR, Patrick, c'est vraiment le personnage principal. Il arrive au milieu de l'aventure, il chamboule tout le monde tellement il est charismatique et confiant. Oh mon dieu, le Patrick dans Cosmic Love, vous m'entendez hurler, mon champion, l'arrivée de Patrick déstabilise tout le monde, le Patrick, on adore. C'était pour vous lire un peu des tweets positifs et un peu négatifs pour le vous hurler, mais c'est vrai qu'il était très arrogant, il était très sûr de lui, ça avait beaucoup déplu, mais il y a quand même des gens qui ont aimé ça parce que du coup ça faisait un peu de challenge et un peu de frais et peut-être que c'est pour ça qu'il a été repris dans la villa. Autre chose, Variuekios revient en story pour donner plus d'informations. Selon lui, la production se plaint parce qu'il n'y a pas d'ambiance, parce que les séquences sont très molles, que les garçons le sont aussi et que par conséquent, la production s'attendait pas à ça et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu prendre plusieurs garçons, c'était pour avoir un petit peu de show et pour avoir des séquences parce qu'il n'y a pas de candidat emblématique et par conséquent, les garçons nouveaux auraient dû faire cette séquence. Malheureusement, il n'y en aurait pas. Et donc, on apprend que ça sera la dernière saison pour la villa, que ça devait déjà être le cas pour celle d'avant, mais qu'ils ont voulu redonner une chance avec des anonymes suite à la Starac, etc., comme je vous ai déjà tout expliqué. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air de plaire à la production. Donc, à voir après si les audiences vont suivre. Je pense que si les audiences explosent, ça continuera. Par contre, si les audiences chutent, ça s'arrêtera. Déjà, l'année dernière, les audiences étaient assez basses, sans vous mentir. Autre chose, et ça, je trouve ça incroyable, je suis désolé de le souligner en mettant des étiquettes, j'aime pas trop mettre des étiquettes comme ça, mais franchement c'est tellement rare que je veux le souligner. Cette année pour la Villa des Cœurs Brisés 8, il y aurait une personne transgenre au casting et plusieurs personnes bisexuelles. La production veut de la diversité et je trouve que c'est quelque chose qui est à souligner. Il n'y a pas ça dans les productions de W9. Peut-être qu'ils en prendront de la graine. Quoique je dis ça, mais dans les apprentis, on a Fanny et Jessie, premier couple totalement féminin des apprentis. Et je trouve que c'est déjà bien, c'est un pas en plus. Mais là, de mettre une personne transgenre et des personnes dites bisexuelles, je trouve que c'est aussi vraiment avancer le pas encore un peu plus. Et j'espère que ce n'est que le début et que cette diversité continuera d'accroître dans le temps. On a aussi, comme je vous l'ai dit, Yuri, un des candidats qui aurait été viré de la production. Qu'en pensez-vous de toutes ces nouveautés, de tous ces spoils, de toutes ces petites exclus prises par Variuekios et Skyrest TV? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous pensez que les gens vont être hype par rapport à la Villa des Cœurs Brisés 8? Est-ce que ça vous donne envie? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à tout ça.
Dernière actualité avant de passer au gros dossier, celle-ci, je mets un trigger warning dessus. Je veux qu'aucun jeune la regarde parce que j'ai pas envie que ça vous donne des idées. J'ai pas envie que vous vous disiez ah trop cool, du coup je vais faire ça. Mais il faut vraiment en parler. Comme vous le savez, je parle beaucoup de prévention par rapport aux médias sociaux et aux réseaux dans mes émissions et celle-ci va être très claire. TikTok, c'est une plateforme qui apporte beaucoup de choses positives, beaucoup de visibilité, beaucoup de diversité, mais aussi énormément de mauvais. Et je vous ai déjà expliqué 2-3 choses sur ma chaîne. Déjà, il y a les trends qui donnent envie d'être connus et qui sont dangereuses, et c'est ce dont on va parler ici. On peut aussi tomber sur des contenus qui ne sont pas forcément bons pour nous, et surtout, il y a des personnes très malveillantes sur cette application qui regardent des contenus d'enfants très jeunes. Un nouveau défi TikTok pointe le bout de son nez et il est assez grave si vous voulez mon avis parce que en effet depuis quelques jours des vidéos publiées par des utilisateurs qui montrent des méthodes dangereuses pour avoir une cicatrice sur la joue sont en train de sortir. En fait on les voit se pincer, regardez. Tu prends ta main comme ça, je fais ça, tu passes, t'as capté et tu tournes comme ça. Je peux inventer une histoire, on s'est battu et je me suis pris un coup, ça. Tout le monde va essayer de se lancer pour essayer de tester, faire des vues. C'est TikTok, hein. C'est pas intelligent. Voilà quoi. Ouais, c'est par exemple une expression vivre pour les caméras, ils vivent pour les caméras. Le problème, c'est que ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues et que c'est très populaire parmi les jeunes. Et comme vous l'avez entendu, si le passage est passé, on entend d'après des jeunes eux-mêmes que tout le monde va faire ça pour faire des vues et être connu, que c'est littéralement vivre pour les caméras que de se faire du mal comme ça. C'est une tendance qui met en avant une forme d'automutilation. Je ne sais pas si on se rend compte. Et en fait, ça peut créer premièrement des traumatismes, mais ça peut aussi créer, et je cite, des angiomes stellaires, donc en gros des marques rouges qui vont rester sur la peau pendant plusieurs mois. Et dans certains cas, ça va faire des cicatrices tellement fortes que seule une intervention au laser pourrait les enlever. Selon BFM TV, on pouvait lire, il y a des dépôts de sang qui se mettent sous la peau. Si ces traumatismes sont plus violents, ils peuvent aboutir à des marques qui peuvent être indélébiles. Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues à des millions et en fait elles sont mises en avant par TikTok parce que si on commence dans la barre de recherche à taper CI pour cicatrice ou même pour autre chose du coup, on tombe directement en première recherche sur cicatrice sur la joue et par conséquent on voit les vidéos, on voit les vues et les jeunes qui veulent être connus vont se dire ah bah si je fais pareil, je vais monter aussi, vas-y j'essaye la trend et tout le monde a essayé cette trend en tant qu'adolescent ou personne jeune et c'est super grave et c'est super dangereux. Tout le monde va se lancer pour tester ceci et cumuler des vues et c'est une diffusion massive qui va pourtant à l'encontre des promesses de TikTok qui promet un endroit safe, un endroit sain et un endroit sécurisé, notamment pour les jeunes. On rappelle que fin décembre 2022, il y a un rapport de l'ONG qui accusait TikTok de faire de la promotion de contenu lié à l'automutilation et à des troubles alimentaires, sans parler du fait qu'il y a toutes ces personnes qui sont là pour les mauvaises raisons en train de regarder les plus jeunes et vous m'avez compris. Il y a aussi eu des problèmes de fuite de données. Il y a vraiment deux choses vraiment discutables sur TikTok et je pense qu'il serait tellement temps de mettre des règles mais vraiment très cadrées par rapport aux contenus qui sont diffusables et par rapport aux jeunes. Je prends mon exemple tout simple. Ça, tu vois, le fait de se faire du mal sur le visage, ça passe. Par contre, moi j'ai posté un TikTok, Jeffree Star parle des Illuminati. On a failli me bannir de l'application parce que j'ai dit le mot Illuminati. Oh, faut peser les mots et il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, j'ai juste voulu partager quelque chose. Les enfants sont en train de s'automutiler et de se faire des marques horribles, de se faire du mal et on laisse passer ça. Il y a un problème sur l'application. En fait, tout n'est que en base de vues, d'algorithmes, etc. Mais on est en train de se faire du mal et de faire du mal aux jeunes. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu autre chose passer. Il y a des gens aussi qui, je ne sais plus dans quel pays, on dit qu'il y a un certain endroit dans ce pays ou dans une ville où en fait tu es plus regardé parce que si tu es dans un milieu défavorisé ou je sais pas quoi, en gros ta vidéo est plus mise en avant. Du coup, ils ont créé carrément des spots avec des ring lights, etc. pour se poser là-bas et peut-être générer plus de vues. Et tout ça n'est que pour des vues, des vues, des vues, des vues. Et c'est extrêmement dangereux. TikTok pour le moment n'a toujours pas répondu, mais s'il vous plaît, si vous êtes un parent et que vous me regardez, faites attention à votre enfant, faites attention à cette application. Si vous êtes aussi un enfant et un adolescent et que vous me regardez, ne faites pas ça s'il vous plaît. Faites vraiment attention, que ça soit pour votre santé ou j'en sais rien, et même traumatisme mental parce que pour l'instant c'est ça, mais qui sait ce que ce sera demain. Ne faites pas tout pour avoir des vues, s'il vous plaît, soyez juste vous-même et brillez par votre personnalité et par un talent que vous avez, quelque chose que vous avez envie de partager et pas par ces trends qui sont, excusez-moi du terme, mais totalement débiles et vraiment dangereuses. C'était donc tout pour l'émission pure et dure, on va tout de suite passer au gros dossier.
Nous passons au gros dossier de la semaine et comme vous le voyez, c'est le retour de Bloublou le monstre qui est en train de me donner un coup de patte. Il était en train de dormir en bas mais il a pu revenir. Pour commencer avec les dossiers de la semaine, je voulais revenir sur Maeva Genam. On n'en a pas parlé en détail depuis 2 semaines, pourtant croyez-moi, il y a des choses à dire sur Maeva Genam cette semaine et je voulais revenir sur tout ça avec vous. Premièrement, je voulais vous parler des messages assez inquiétants et à souligner et qui ont été postés sur ses comptes et je voulais en discuter avec vous. Comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est en couple depuis un certain moment avec un certain Bolly et c'est d'ailleurs elle qu'elle a confirmé. Elle avait même dit qu'aujourd'hui elle voulait nous parler de sa relation amoureuse parce que pour elle c'était le bon. Si elle est en couple avec lui, il se pourrait que leur relation ne soit pas au beau fixe. Elle est revenue en story pour dire qu'elle a un certain problème. En fait, elle pense qu'elle s'autodétruit, qu'elle en a même parlé à sa psy tellement c'est grave. J'arrête là premièrement parce que je trouve que c'est trop bien de dire qu'elle va chez un psy, de dire que oui, c'est cool d'aller parler à un psy quand on pense qu'on a des problèmes de santé mentale parce que non, ça ne veut pas dire être fou, ça veut juste dire prendre soin de sa santé mentale et on devrait tous et toutes en prendre soin. Donc je trouve ça très très cool qu'elle le dise et qu'elle le stipule en disant en gros que ouais, c'est cool d'y aller. Bref, elle dit que selon elle et selon la psy, son comportement d'aujourd'hui serait dû à son enfance et c'est vraiment quelque chose qu'on entend assez régulièrement et notamment qu'elle aurait eu de très mauvaises expériences avec les hommes et que par conséquent ça n'aiderait pas. Elle dit, et je cite, « Comme j'ai grandi sans mon père, pour moi c'est normal de ne pas faire rentrer d'hommes dans ma vie. » Donc peut-être qu'elle a un problème avec son chéri. En tout cas, je trouve ça très honnête et très bien de sa part de parler de ce genre de choses à sa communauté. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est bien de parler de ce genre de choses? Est-ce que vous pensez qu'elle n'aurait pas à le faire, qu'elle n'aurait pas à inquiéter les gens comme ça? Moi, je parle vraiment du côté psychologue, de casser le tabou là-dessus et de dire que ouais, aller voir un psy, ça peut vraiment faire du bien et c'est surtout très important. Selon le média officiel, ce fameux Bolly n'aurait pas très bonne réputation. En effet, c'est la blogueuse reine de la sauce TMZ qui a fait des révélations sur le couple. Elle a dit, bon, à la base, je ne voulais pas parler, mais il est temps de s'étaler sur le sujet Maeva et Bolly. Comme beaucoup, je n'ai jamais réellement donné mon avis sur sa relation, mais il est temps de la réveiller. Même si on ne connaît pas sa relation en interne, pas besoin d'être psychologue pour voir que c'est une relation toxique et chaotique au plus haut point. Depuis que ce mec est dans sa vie, rien ne va. Ça a commencé par sa dispute avec Manon, les disputes avec sa famille, les disputes avec son entourage et même Akram à un moment. Son humeur dépend de ce mec. Quand tout va bien, vous la voyez heureuse. Quand ça ne va pas, elle est au plus bas. Ça envenime sa vie et elle sait qu'il n'y a aucun avenir avec ce mec qui ne fait que la tirer vers le bas. On apprend donc que ça serait une relation qui serait très difficile pour Maeva Genam, mais si elle décide de rester avec, c'est son choix et on ne peut rien y faire. La reine de la sauce TMZ, en gros, nous dit que Maeva aurait vraiment un énorme potentiel et que ça pourrait devenir la nouvelle Nabila, qu'elle pourrait avoir vraiment un très bon business, une très bonne image, etc. Mais qu'être avec ce type de personne ne l'aiderait absolument pas. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais ce n'est pas tout parce que Skyrest TV va donner plus d'informations. On rappelle que selon les blogueurs, le 26 décembre au soir, Maeva aurait trompé Bolly avec Greg parce que Bolly était en prison. Je vous expliquais tout ça lors d'un STT et malgré tout ceci, elle aurait ensuite délaissé Greg pour retourner avec Bolly. Mais en apprenant les fameuses rumeurs, Bolly aurait quitté Maeva et par conséquent, Maeva se retrouverait toute seule parce que Greg ne voudrait même plus d'elle. Depuis, Maeva ne fait que poster le genre de messages dont je vous ai parlé sur les médias sociaux. Ça ne va pas, j'ai mal au cœur, je souffre, j'ai fait du mal, je me fais du mal, je pleure, je veux être auprès de ma mère, j'ai mal, je souffre. Finalement, elle prend la parole face caméra, je vous laisse écouter. Oh, mon petit bébé d'amour, j'espère que ça va. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas. J'ai passé une nuit horrible. Il s'est passé plein de choses. Je pense que je vous en parlerai. Mais je vais pas bien. Je passais la nuit à pleurer. J'ai dormi à 8h du matin. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Suite à quoi il y aura d'autres messages. En amitié, je suis la meilleure, mais en amour, je suis la pire, je me dégoûte, je veux rentrer auprès des miens. Dubaï, je m'y sens mal, je viens d'acheter la maison de mes rêves, mais pourquoi rester dans un endroit où je suis malheureuse? Maeva confirmerait plus tard que sa vie amoureuse est catastrophique et elle dément aussi les rumeurs avec Greg. Je vous laisse écouter. J'ai besoin de vous parler. Là, je vois trop de conneries sur internet. Vous voyez qu'en ce moment, je vous l'ai dit, je vais pas bien, ça n'a rien à voir avec ma vie. Grâce à Dieu, dans ma vie, tout se passe bien. C'est ma vie amoureuse qui est catastrophique. Voilà, ça se passe très mal. Et si je suis triste et malheureuse, c'est par rapport à ça, c'est pas par rapport à ma vie. Vraiment, vous êtes à la masse, hein, vous.
Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses concernant Maeva Genam en ce moment et beaucoup de choses qui sont inquiétantes. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'on garde un œil sur elle ou est-ce qu'on parle simplement de sa vie amoureuse et qu'elle est totalement perdue? Et ça arrive, hein, mais je pense que c'est une très bonne chose qu'elle soit en relation avec une psychologue qui pourra l'aider et l'aiguiller dans les meilleurs choix pour elle et pour sa vie et non pas pour la vie des autres. Quoi qu'il en soit, Maeva Genam, si tu passes par là, tout mon soutien pour cette passe difficile en espérant que bah oui, ça peut expliquer un peu les dérapages qu'elle a ces derniers temps. Mais vraiment, moi j'ai pris cette actualité principalement pour faire un message par rapport aux psychologues et le fait de dire que aller voir un psy, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose qui fait du mal ou peu importe. Au contraire, c'est quelque chose qui pourra ne faire que du bien aux personnes. Donc n'hésitez vraiment pas si jamais vous en sentez le besoin, que vous avez l'occasion de pouvoir y aller, l'argent ou sinon, je sais qu'il y a aussi des psys gratuits, c'est un peu plus long, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Mais si vous avez besoin de parler, un psychologue pourra vraiment vous aider. Et d'ailleurs, sachez que faire une thérapie, même quand on va bien, ça fait pas vraiment de mal parce que ça permet de remettre les choses vraiment à plat, au clair, etc. dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit. Boo ne cesse de faire des allers-retours parce qu'il est en mode petit chiant, petit. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez très bien de quoi je parle. Il est dans son mode adolescent, c'est moi l'alpha, sauf que ce n'est pas lui. Donc je le fais monter quand il mérite. Là, il mérite. Deuxième gros dossier de la semaine, je pense que vous en avez entendu parler parce que tout le monde ne parle que de ça. La sortie de Hogwarts Legacy et plus particulièrement la polémique qui entoure J.K. Rowling autour de tout ça. Sorti le 10 février, ce jeu fait un carton plein au niveau des ventes. Tout le monde ne parle que de ça. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de boycotts, notamment dû au fait que J.K. Rowling a eu beaucoup de commentaires transphobes au cours des dernières années. J'ai trouvé les informations que je vais vous partager sur le média Mademoiselle parce qu'ils sont revenus en 5 points clés sur ce qui s'est passé et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de vous le faire comme ça. Je vous conseille vraiment ce média d'ailleurs parce qu'il a vraiment tout le temps de bons articles, vraiment pas de bons contextes, mais comme là, ils reprennent des bonnes choses pour vraiment expliquer les choses le mieux possible et le plus clairement possible. On rappelle que depuis des mois, les créateurs du jeu sont très clairs. J.K. Rowling n'a absolument pas sa patte dans le jeu. Seulement, j'ai pu parler à ma communauté Twitch qui m'a dit que J.K. Rowling touchait des royalties par rapport au jeu, donc environ 5% des revenus, et que par conséquent, elle touchera de l'argent par rapport à ce jeu. Ce jeu est donc très appelé au boycott, notamment par le fait qu'on parle tout simplement d'Harry Potter et que tout ceci est lié à J.K. Rowling. Pour revenir sur les points clés que Mademoiselle a pu faire, le premier date du 19 mars 2018. Selon le média Mademoiselle, en mars 2018, J.K. Rowling a liké un tweet dont l'autrice affirmait être victime de misogynie au Parlement britannique. L'utilisatrice avait nommé ces dernières par des hommes en robe, niant ainsi l'identité de genre de ces personnes. Et donc J.K. Rowling a été accusée de transphobie, mais elle s'était défendue en disant qu'en fait elle faisait juste des recherches pour les gender studies et qu'elle voulait faire une capture d'écran et non pas un like. Donc c'était la première chose qui aurait pu être vraiment considérée comme une erreur s'il n'y avait pas eu tout le reste. Un an plus tard, 19 décembre 2019, pour vous citer le média, sur Twitter, l'écrivaine est revenue sur l'affaire Maya Forstater, une chercheuse estimant avoir été licenciée d'une association de lutte contre la précarité à cause de ses positions transphobes explicitement affichées. J.K. Rowling avait répondu en disant « Habillez-vous comme vous le souhaitez, appelez-vous comme bon vous semble, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais forcez les femmes à quitter leur travail pour avoir maintenu que le est réel. » Donc elle prenait vraiment la défense de cette personne qui était transphobe. Donc encore une fois, on soutient la transphobie. En 2020, rebelote, J.K. Rowling s'est de nouveau retrouvée au cœur d'une polémique parce qu'elle a réagi à un article intitulé Opinion, créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes à menstruation. Donc on parle de personnes à menstruation et c'est quelque chose que je fais souvent sur ma chaîne et on me dit ouais tu minimises la parole des femmes. Non, je fais juste en sorte de parler de tout le monde, donc de toutes les personnes menstruées. Donc cette formule qui est inclusive a été prise par J.K. Rowling et elle a dit les personnes qui ont leurs règles, je suis sûr qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant, que quelqu'un m'aide, femme, femme, suite à quoi elle avait repartagé un message disant qu'elle n'était pas transphobe. Elle dit si le sexe n'est pas une réalité, alors il n'y a pas d'attirance pour les personnes du même sexe. Si le sexe n'est pas une réalité, alors ce que vivent réellement les femmes à travers le monde est effacé. Je connais et j'aime des personnes trans, mais effacer le concept de sexe retire à beaucoup la capacité de discuter vraiment de leurs expériences. Dire la vérité, ce n'est pas tenir un discours de haine. L'idée que des femmes comme moi, qui sont en empathie avec les personnes trans depuis des décennies, qui se sentent connectées à elles parce qu'elles partagent une vulnérabilité en tant que femmes, haïssent les personnes trans parce qu'elles estiment que le est une réalité et a des conséquences sur nos vies. C'est un non-sens. Je respecte le droit de toute personne trans à vivre sa vie dans la façon qui lui paraît la plus sincère et la plus confortable. Je manifesterai à vos côtés si vous étiez victime de discrimination à cause de votre transidentité. Et en même temps, ma vie a été façonnée par le fait que je suis du
féminin, je ne pense pas que ça soit haineux de dire ça. Et en gros, ce qui est ressorti de son message, pour vous la faire simple et claire, selon les personnes qui disent que J.K. Rowling est transphobe, c'est qu'elle parle vraiment des femmes cisgenres. Elle veut défendre la cause des femmes, mais malheureusement, elle ne veut pas défendre la cause soit des femmes transgenres, soit des hommes transgenres et de toutes personnes qui peuvent avoir des menstruations, littéralement, et que en fait, ça réduit vraiment, alors que ça devrait être une formule inclusive, comme ça a été dit dès le départ. Toujours selon le média Mademoiselle, les tweets reprennent en mars 2022. Elle s'est attaquée aux personnes transgenres, cette fois-ci en militant contre la progression de leurs droits en Écosse. Elle disait « La loi que Nicola Sturgeon tente de faire adopter en Écosse nuira aux femmes les plus vulnérables de la société, celles qui cherchent de l'aide auprès des violences ou des commis par des hommes, ainsi que des femmes incarcérées. Les statistiques montrent que les femmes emprisonnées sont déjà beaucoup plus susceptibles d'avoir été maltraitées. » Et c'est quelque chose dont on avait parlé dans une de mes vidéos, je sais plus si c'était un STT ou un Mixoty, je vous laisserai taper mon nom et J.K. Rowling dans la barre de recherche YouTube et vous pourrez tomber dessus. Mais en gros, oui, j'avais trouvé ça extrêmement délicat, comme un peu tout le reste en fait, parce que d'après ce qui ressort et d'après ce que j'ai pu comprendre via ma chaîne Twitch, sans dire d'erreur évidemment, j'espère, c'est que J.K. Rowling est une femme qui est extrêmement féministe et qui veut se défendre qui veut défendre les droits des femmes, mais qu'elle n'inclut pas les femmes transgenres, qu'elle n'inclut pas la cause transgenre en fait là-dedans, et que par conséquent c'est très réducteur et malheureusement ça ferme des portes à beaucoup de gens. Et tout ceci mélangé fait que le 10 février 2023, beaucoup de gens ont appelé au boycott du jeu Hogwarts Legacy. Par exemple, dans une vidéo qui cumule plus de 2 millions de vues où on retrouve Will Overguard et ses invités, donc c'est un streamer, ils ont appelé à ne pas soutenir le jeu. Personnellement de mon côté, moi j'ai vu sur Twitter des gens qui achetaient des choses par rapport à Harry Potter et qui les brisaient littéralement pour en faire des photos et pour que ça fasse parler. On pouvait lire, il ne s'agit pas de savoir si ce jeu a du contenu répréhensible, mais de se dire que soutenir ce jeu valide en quelque sorte les positions très douteuses de J.K. Rowling. Pourtant, on note que dans Hogwarts Legacy, on a eu quelque chose qui rend le jeu un peu plus inclusif. On a un personnage qui est transgenre, mais malheureusement, ça ne plaît pas parce que ce personnage est mis au second plan, on ne l'entend pas beaucoup. Il y a aussi autre chose, attendez, je vais retrouver ça parce que c'est assez important. Et en plus d'être au second plan, il ne peut pas être joué par le joueur qui joue au jeu, mais on pouvait surtout lire. Bien sûr, ils ont donné un personnage trans, un nom commençant par Cyr et se terminant par un nom masculin genré. C'est un tel trope des conventions d'appellation des personnages trans dans les médias. Je vous mettrai l'article de Mademoiselle dans la barre d'infos parce que franchement, il revient sur vraiment beaucoup de choses, beaucoup de détails que je ne vais pas tout vous citer ici. Je ne vais pas non plus faire la lecture de l'article, mais si jamais vous voulez en apprendre plus et en savoir plus sur tout ça, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais j'ai envie de vous poser quelques questions. Est-ce que vous allez acheter ce jeu? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous comprenez tout ça? Bien que J.K. Rowling ne soit pas impliquée dans ce jeu, j'ai hâte de vous lire. Par rapport à mon avis, je voulais mettre des pincettes par rapport à tout ça. J'ai pas envie de trop prendre position par rapport à cette actualité, même si beaucoup, je pense, aimeraient. Je défendrai toujours les minorités, mais je trouve pas ça vraiment juste de boycott un jeu à ce point, même si je peux comprendre que certains disent que ça défende ses idées. Moi, en fait, j'ai été surtout déçu d'apprendre sur Twitch qu'elle toucherait, quoi qu'il arrive, de l'argent par rapport à ce jeu et par rapport à tous les achats. Donc certes, c'est pas beaucoup de pourcents, mais vu comme le jeu est en train de péter de partout seulement sur les plateformes sur lesquelles il est sorti pour le moment, je me dis qu'elle va quand même toucher pas mal d'argent via ce jeu et c'est vrai que du coup, je peux comprendre le mécontentement des gens et des personnes transgenres par rapport à ça. De mon côté, j'ai pu en contacter des personnes transgenres parce que j'en connais. Une m'a dit que oui, boycotter ce jeu, c'est cool et ça peut aider pour eux et pour leur cause, dans le sens où au moins ça fait entendre leurs paroles s'il y a de moins en moins d'achats. Mais une autre m'a aussi dit que c'est un jeu vidéo et que si j'ai envie d'y jouer, en gros, j'y jouerai et que ça ne défend en rien ce que J.K. Rowling prône comme transphobie, on va dire. Donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire par rapport à ça. S'il vous plaît, tout le respect du monde, c'est un sujet très sensible et très touchy. Et pour ceux qui n'ont pas lu les consignes dans mon espace commentaire, je bannirai toute personne qui n'ira pas dans le respect dans les commentaires. C'était un des gros dossiers de ma semaine dernière, malgré qu'il soit dans le top actu. Jessica Tivna et son lifting qui fait beaucoup parler, qui n'est absolument pas passé inaperçu, je voulais revenir dessus. On rappelle qu'elle s'est faite faire cette opération afin de dissimuler les rides d'expression naturelle de son sourire. Beaucoup m'ont d'ailleurs dit que c'était très dommage parce que ça montrait justement qu'elle était humaine et que oui, en fait c'était juste une expression humaine. Et beaucoup m'ont dit dans mes commentaires que maintenant malheureusement il n'y a presque plus rien d'humain chez elle. Ce sont les dires de certains de mes abonnés, attention, ce ne sont pas les miens et ce ne sont pas non plus la généralité, mais je voulais quand même le souligner. Comme je vous l'ai dit, elle a été très ouverte sur
ses opérations, elle s'est empressée de prendre son téléphone et de poster de nombreuses stories dans lesquelles on la voit très cernée, très creusée sous les yeux, avec les cicatrices et tout ça, et des insultes ont fusé. On l'a traitée de zombie, on l'a traitée de morte vivante, on a dit que c'était la mort incarnée, ou encore qu'elle aurait pu jouer dans The Walking Dead. Seulement, autre chose vient pointer le bout de son nez, et c'est une inquiétude. Déjà depuis de nombreuses interventions, les gens s'inquiétaient, mais encore aujourd'hui, parce qu'ils disent que, en gros, son mari aurait pu pousser à ça. De son côté, je rappelle que Jessica disait elle-même que ça aurait été plus les haters qui l'auraient poussé à tout ça avec les commentaires haineux. On rappelle qu'elle s'est mariée à Thibaut Garcia en 2018 et que c'est un ancien membre de la famille des Marseillais. Et dans un épisode des Marseillais vs le reste du monde de la même année, on a entendu quelque chose qui peut-être est resté dans la tête de Jessica, et du moins c'est resté dans la tête de beaucoup d'internautes. On a entendu pendant un dîner aux chandelles que Thibaut aurait dit à Jess être d'abord tombé amoureux de son caractère, puis ensuite il se serait, et je cite, adapté à son physique. Des paroles qui sont extrêmement choquantes et qui peuvent en effet vraiment rester dans la tête et choquer le plus longtemps que possible. Et depuis, les rumeurs vont de bon train, comme quoi Thibaut serait à l'origine des changements physiques de Jessica, qu'elle se sentirait mal si il ne la trouvait pas belle, etc. D'ailleurs, on lui avait même déjà dit à Jessica que ça change rien et que si jamais il voulait partir, il partirait. Et Jessica avait dit qu'elle était au courant et qu'elle faisait ses opérations pour elle-même. Donc, est-ce qu'elle les fait vraiment pour elle-même? Est-ce qu'elle les fait parce que les haters lui disent « Oh, t'es moche comme ça, oh tu fais vraiment vieille, oh machin, oh bidule », elle en a marre d'entendre ça. Est-ce qu'elle les fait à cause de Thibaut? Ce sont trois grosses questions qui se posent. Jessica, elle, dit qu'elle en a marre des commentaires et qu'elle a envie de faire ça parce que ça fait des mois qu'elle se regarde et qu'elle se tire la peau comme ça, vous allez l'entendre juste après, et que pour elle, la raison de ce lifting serait ceci. Elle précise que son mari n'a rien à voir dans ces opérations. Elle dit « Il m'a prise comme j'étais à la base ». Et en plus, on rappelle que Thibaut n'est pas non plus nature peinture, hein. Il a fait refaire son nez, il s'est offert des implants capillaires et je soupçonne aussi 2-3 injections pour peut-être remodeler son visage. Ça, ce ne sont que mes soupçons. Les implants capillaires et le nez, c'est véridique. Et Jess avait même dit elle-même que ça ne plaisait pas à Thibaut et qu'il en avait peur depuis son lit d'hôpital. Rappelez-vous, je vous laisse écouter. Donc du coup, voilà, il était hyper stressé. Lui, il est plus stressé que moi. Il aime pas, lui. Hein. Il aime pas ça. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas du tout stressée. Genre là, j'ai zéro stress. Je suis très bien. Je suis très contente. J'ai pas de regrets. J'ai pas envie de retourner en arrière. Non, ça fait... pour être honnête, depuis quelques mois maintenant, je passe ma vie à me regarder dans le miroir comme ça, genre attendre ma peau de la joue tout le temps. Donc en fait, carrément, je pense que même moi, je l'ai détendu en plus à force de faire ça, parce que j'en pouvais plus. Que pensez-vous de tout ça? Certains disent que ce sont les commentaires qui ont alimenté tout ceci. Beaucoup disent que c'est Thibaut qui alimente les chirurgies. J'ai hâte de vous lire. Mais suite à cette intervention, on a eu des nouvelles de Jessica carrément via Thibaut. Thibaut est du genre aussi comme elle à partager tout sur ses réseaux sociaux et il est revenu sur Snapchat en se moquant un peu de Jessica. Il disait, et voilà, elle est arrivée, elle est Elephant-Man. Je vous laisse écouter. Je vais pas vous faire un facecam de très près parce que vraiment je suis immonde. Je sais très bien que le post-op, il va durer. Je pense qu'au bout de 3 mois, tu commences à avoir une tête qui est nickel, genre. Mais avant les 3 mois, t'as toujours une phase de t'es trop tiré. Là, je sais que je vais être trop tirée et que ça va petit à petit se détendre, la peau va se mettre en place, etc., etc. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous vos messages. Je sais sûrement que cette vidéo va être reprise en me critiquant, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, le principal, c'est d'assumer et d'être honnête. Voilà, allez, à demain. Mettre un coup de tête. Ah ben là, je risque d'avoir mal vu la tête, comme elle est grosse. Tu ressembles, tu sais, un triangle. Tu vois les triangles qu'on met quand on a un accident sur la route. Là, si tu me mets un coup de tête, j'ai la même tête que toi. On s'en va une boule, puisqu'un triangle, on dirait un ballon rond. Non, un ballon de rugby là. Non, rugby. Plus rond que rugby. Hein. En bas? Non, football. Là, on est sur du football. Non. Américain. On rappelle qu'il n'a pas non plus sa langue dans sa poche et il avait déjà dit par le passé « Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit, je l'aime comme elle est. Le problème c'est que c'est vous. » Voilà, en fait le problème c'est vous parce que tous ces commentaires, ça rentre dans son cerveau 1 fois, 2 fois, 3 fois et le problème c'est que maintenant elle veut prendre rendez-vous. Elle avait déjà envie plusieurs fois, elle a vous conforté le truc. C'est à vous qu'il faut jeter la pierre et non à moi en fait, tout simplement. Autre chose, avant de passer aux réactions de Jessica, Booba aussi l'avait taclé et ça j'avais pas vu. Il avait dit Crocrobel, on peut avoir le nom du chirurgien, j'espère qu'il ne lui a pas fait le et c'est horrible, encore une fois, de la part de Booba de tacler sur le physique. Genre, je veux bien, ça gare sur les influx voleurs. C'est ce que je vous dis tout le temps, je suis d'accord sur le fond avec lui, mais pas la forme. Et ce genre d'insulte sur le physique, c'est pas possible. Bon, là, il a pas vraiment insulté, mais on a quand même compris le message. Finalement, Jessica elle-même est revenue sur tout ça après son opération. Elle dit qu'elle est super contente, que ça valait le coup et qu'elle assume ce qu'elle a fait.
Elle dit qu'elle voulait le faire depuis longtemps et qu'elle n'a aucun regret. On ne sait surtout pas si c'était sa dernière intervention. Elle dit que pour elle, pour le moment, elle ne fera rien d'autre, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle chirurgie si l'envie lui en prend. Je vous laisse écouter. Je préfère être moi, simple, honnête et plutôt que faire une meuf que je suis pas du tout quoi. Voilà, je suis moi, j'assume, je suis contente, je me sens mieux quand je vois mon parcours, les années passées et ce que j'ai pu faire, je n'ai aucun regret. Malgré les critiques que je peux recevoir, souvent on m'écrit, on me dit je sais pas comment tu... Elle me touche pas, je m'en branle. J'en ai absolument rien. Je m'en tamponne le coquillard, sinon je serais pas dans cet état en train de vous parler. Désolée pour la vulgarité, mais c'est vrai, vraiment, il faut que vous sachiez. Autant quand ça touche à mon fils, à mes enfants, ça me fait quelque chose. Ça peut me faire quelque chose, suivant ce qu'on me dit. Autant quand tu touches à mon physique. Voilà. Oui, les gens ils me regardent. D'ailleurs, on était à l'hôpital, c'est quand même avant-hier pour mon fils. Pour l'anesthésiste, j'avais encore plus le gros pansement et tout. Je m'en fiche, quoi. Genre... C'est pour ça que quand je vois certains commentaires misérables qui essaient de mettre plus bas que terre ou tout simplement des journalistes qui reprennent ou des captures d'écran qui me mettent pas en valeur ou... Bref, franchement, je m'en contrecarre. D'ailleurs, si je voudrais pas, je me montrerais pas. Si je me montre, c'est que je m'en tape et que je m'assume complètement et que j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais et que je m'en fous, quoi. Genre vraiment. Je voulais terminer cette actu par faire un gros coup de parce que, en gros, ça fait des mois et des mois qu'on entend partout. Oui, mais elle pourrait être transparente. Quand je dis elle, c'est les candidates. Les candidates pourraient être transparentes sur leurs interventions, au moins nous dire la vérité, au lieu de mettre des filtres, au lieu de mentir pour dire qu'elles n'ont rien fait, nanani, nanana. Et là, elle est ultra transparente. Donc oui, elle n'est pas à son premier coup d'essai, j'ai envie de dire. Oui, c'est super inquiétant et ça, je vous l'accorde. Mais par contre, elle partage tout. Elle partage ses cernes, elle partage les cicatrices, elle partage les bandages, elle partage absolument tout et elle se fait insulter de zombies, de The Walking Dead, de morts vivants alors que pour une fois on a quelqu'un qui partage absolument tout, qui dit que non, faire une intervention c'est pas anodin, que oui elle va avoir des séquelles sur le visage, elle en a pour le moment, que oui les pansements c'est pas cool, que oui elle a mal, que oui là tout de suite c'est pas forcément foufou et elle partage tout ça et tout le monde lui tombe dessus avec des insultes et des mèmes et vous imaginez même pas ce que je vois, je sais même pas comment ce qu'elle fait pour ne pas réagir à mort sur ça, mais c'est vraiment horrible en fait de dire en gros pendant je sais pas combien de mois, oui on aimerait qu'elle soit transparente, et quand on l'est, ah mais en fait t'es vraiment moche, t'es une mort vivante, t'es un zombie, ha 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 ha, je trouve ça pas vraiment correct, tu vois. Donc c'était un peu mon coup de par rapport à ça, on prône la transparence sur les réseaux et quand on est à peine transparent, on se fait insulter de tous les noms. Donc forcément, j'ai envie de dire que si on n'a pas le mental pour survivre à ça, on n'a pas envie d'être transparent en fait. Oh, et d'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu de moi aussi. J'ai vu 2-3 personnes qui m'ont demandé sur Instagram si j'avais fait des injections aux lèvres. Absolument pas, mes lèvres sont naturelles, tout est naturel dans ma tête. Le make-up aide beaucoup également et je ne mets même plus de filtre. Et surtout, je peux pas faire d'injection ici, j'ai plus de voiture et je suis perdu dans une campagne paumée en plein milieu de la forêt. Donc la seule personne que je pourrais injecter moi-même, enfin la seule personne qui pourrait m'injecter c'est moi et je ne prendrai pas ce risque. Non. Mais voilà, je voulais quand même le souligner parce que j'ai vu que c'était revenu beaucoup de fois sur Instagram via mon dernier Mix the Tea. Dans les photos, on m'avait demandé si j'avais fait refaire mes lèvres ou peu importe. On me l'a même demandé sous mes commentaires YouTube. Absolument pas, je n'ai rien fait refaire. Désolé, je suis naturel 100%. Alors là, on est sur le gros dossier de la semaine, Pierre Palmade. Il me faut un énorme trigger warning. Si vous n'êtes pas prêt à entendre toute cette histoire, ne l'entendez pas et passez directement à la dernière actualité. C'est vraiment le gros dossier hors télé de la semaine et je vais vraiment lire mes notes pour le coup parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, de m'égarer ou peu importe. Donc je vais rester cramponné à mes notes qui ont été prises sur BFM TV, Le Parisien, Midi Libre. Vous l'avez compris, on va parler de Pierre Palmade, un humoriste de 54 ans. Le vendredi 10 février, aux alentours de 19 h, il y a eu un accident, un tragique accident qui a changé le destin de plusieurs personnes. À l'origine de ce drame, Pierre Palmade qui était au volant de sa voiture et qui a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face. Non seulement le pronostic vital de Pierre Palmade a été engagé, aujourd'hui il est hors de danger, je le précise, mais un homme, son fils et sa belle-sœur ont dû être évacués d'urgence vers les hôpitaux les plus proches dans un état critique. On sait aussi qu'il n'était pas seul dans la voiture, il était accompagné de 2 personnes qui ont pris la fuite au moment de l'accident. Donc on peut se demander déjà qui étaient ces 2 personnes et d'après Le Parisien, c'était des escort boys qui étaient avec Pierre Palmade. Toujours d'après Le Parisien, Pierre Palmade aurait été testé positif à la cocaïne au moment de l'accident et n'avait pas dormi depuis un certain temps. Il faut savoir qu'il aimait faire la fête, il aimait aller dans les clubs gays, il aimait utiliser des drogues pour coucher avec des hommes, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est très touchy. Et il aurait fait la fête de nombreuses heures avec ces fameux 2 hommes pratiquant le chem selon Le Parisien, donc des relations
sous l'emprise de stupéfiants en prenant des médicaments de substitution. On rappelle que depuis des années maintenant, il assume son homosexualité et qu'il serait un adepte de soirées gays parisiennes où l'alcool et la drogue sont vraiment partout. Dans son autobiographie, il écrivait, selon Le Parisien, « Je courais les boîtes gays sans me rendre compte que je devenais totalement dépendant à la cocaïne. » Il est d'ailleurs revenu plusieurs fois sur ses addictions en disant que ça le hantait depuis des années. Chez Europe 1 en 2021, il a dit être dépendant à l'alcool et à la cocaïne. Il a dit qu'il devrait se sevrer et aller en cure pour décrocher. Il est conscient de sa maladie et il expliquait d'être obligé d'être vigilant par rapport à lui-même toute sa vie parce que c'est quelque chose qui le guette tout le temps et qui attend qu'une chose, c'est sa rechute. Pour en revenir à l'accident, parmi les victimes, on aurait une femme enceinte de 7 mois qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Normalement, on ne peut pas qualifier ça d'homicide involontaire quand il s'agit d'un fœtus, mais certaines décisions de justice sont allées à l'encontre de ça parce que dans le cas de Pierre Palmade, il y a une autopsie qui va être réalisée pour déterminer si l'enfant à naître était viable, c'est-à-dire s'il était en vie dans le ventre de sa mère. Si c'est le cas, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire et donc encourir entre 7 à 10 ans de prison. Et aussi une amende jusqu'à 150 000 €. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi 2 personnes qui sont recherchées, celle qui était dans la voiture et qui ne l'était plus. À ce sujet, un témoin a dit aux Parisiens « Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade, mais il y avait un homme d'environ 30 ans à l'arrière de son véhicule. Il n'est sorti qu'après. On voyait qu'il était en état de choc lui aussi parce qu'il est tombé dans le fossé. Il y avait aussi un homme à côté de moi qui n'avait pas l'air choqué. Il tentait d'appeler les secours et il courait dans tous les sens à la recherche de l'enfant qu'on cherchait dans le champ. Après, quand les pompiers et les policiers sont arrivés, je n'ai plus revu ces 2 hommes. On a aussi une perquisition qui a été faite chez lui 2 jours après cet accident et en gros, il n'y avait quasiment rien dans la maison. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait plus rien. Il y a des gros sacs qui sont sortis, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais on pouvait lire via Le Parisien. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de drogue. En revanche, la demeure était en très grand désordre. Quelques saisies préventives de médicaments et de seringues ont été effectuées, mais rien d'incriminant. Et on soupçonne ces fameuses 2 personnes d'être allées dans la maison et d'avoir fait un petit peu le ménage, d'avoir un petit peu chopé 2-3 trucs et de s'être enfui avec pour peut-être enlever certaines preuves, du moins de leur identité. À côté de ça, selon BFM TV, on a appris d'autres choses, c'est que l'avocat de la famille des victimes a dit être totalement insensible aux excuses de Pierre Palmade. On pouvait lire « Ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse et donc en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire. » La sœur de Pierre, elle, a dit qu'il avait honte et qu'il assumera jusqu'au bout les conséquences de ses actes et que l'idée d'avoir détruit une vie de famille le dévaste. Info de dernière minute, au moment de mon tournage, le personnel hospitalier a donné un feu vert après 5 jours où il était vraiment dans un état assez critique à l'hôpital. Il va être maintenant placé sous le régime de garde à vue pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête et que selon les sources de BFM TV, Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital de Melun pour cette garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures. Il y aura donc beaucoup plus d'informations normalement au moment de la sortie de mon émission. Si jamais vous voulez un update la semaine prochaine, le lundi ou le mercredi, mettez-le moi dans les commentaires parce que je ne pourrais pas faire 10 minutes de voix off en plus de la durée de cette émission. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est en train de retourner les médias, qui est en train de retourner la France et c'est vraiment une actualité qui mérite d'être traitée et qui mérite toute l'attention du monde. Il y a beaucoup de personnes qui disent que vu qu'il est riche et vu qu'il est super connu, il n'aura pas forcément une peine très grave de prison ou peu importe. D'autres disent que la justice va justement s'en servir d'exemple pour vraiment appuyer le plus possible dessus parce qu'on parle d'un accident sous prise de stupéfiants qui a engendré du coup la mort d'un bébé et surtout un accident très grave avec 2 personnes qui ont disparu. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est très touchy et grave et c'est pour ça que j'ai voulu surtout rester cramponné à mes notes. Vous n'aurez pas forcément un avis de Rudy Koppel là-dessus, mais si vous voulez une suite par rapport à ça, mettez-le moi dans les commentaires avec le hashtag MTT pour que je vous retrouve le plus rapidement possible et je vous ferai un update ce lundi ou ce mercredi dans Spill the Tea. Dernière actualité de l'émission, j'avais envie de revenir sur le trio Bastos, Vivi et Nicolo parce que dernièrement, ils font tous parler. On rappelle qu'on peut retrouver Vivi et Nicolo dans la nouvelle saison des Apprentis. Je ne veux pas vous spoiler les premiers épisodes, donc je vais juste vous raconter les petits moments qu'on voit et qui sont sortis sur les réseaux sociaux, sur les comptes W9. On voit qu'ils se retrouvent après une dizaine de jours de dispute. Vivi avait fait comprendre à Nicolo que en gros, il l'étouffait, qu'il voulait vivre chez elle, etc., qu'elle est indépendante, donc que ça ne colle pas du tout. Je pense qu'il y avait vraiment un problème de communication entre les deux, mais ça a créé une explosion qui se réglera ou pas sur la plage. On sait un peu comment ça va évoluer, étant donné qu'aujourd'hui ils sont séparés et qu'ils se taclent un peu partout sur les réseaux sociaux. Il faut aussi remémorer que quelques jours après sa séparation avec Nicolo, Victoria a embrassé Bastos lors d'une soirée, des photos qui ont été sorties de partout et les fans se sont demandé si les deux s'étaient remis ensemble. J'avais demandé à Bastos qui m'avait dit que non et aujourd'hui je lui ai reposé la question par rapport à ce que je vais vous expliquer ici et je n'ai pas eu de réponse.
Après plusieurs réponses vagues, on pourrait croire que les deux se remettent ensemble. Vivi et Bastos passent beaucoup de temps à Paris ensemble pour soi-disant faire des vidéos YouTube. Je vous laisse regarder. Allez rigoler parce que on n'a pas fait une vidéo, pas deux, on en a fait 3, dont une où en gros on raconte là toute cette année, enfin depuis qu'on s'est séparés en fait, on se raconte mutuellement comment on l'a vécu et comment on a vécu du coup les mêmes événements qu'on a vécu en même temps. Mais bon bref, c'est très drôle, on a beaucoup rigolé et on en a tourné une autre pour sa chaîne. Donc du coup j'ai pas eu le temps. Hier en fait je devais vous donner une offre et puis c'est pour ça que je crois que je vous avais prévenu, j'ai complètement zappé. Donc Mais ce n'est pas tout parce qu'ils ont même passé la Saint-Valentin ensemble et ils ont fait un live ensemble. L'occasion pour Bastos de lui offrir son fameux sac de luxe. On rappelle aussi que en gros tout ça était en contexte musical on va dire parce que Bastos avait fait une musique qui était michto. Vivi elle avait fait une musique qui était gros clochard en disant à l'intérieur que si on voulait la récupérer il fallait lui acheter un sac. Donc Bastos avait acheté un sac. Comme je l'ai dit en début de rubrique, il y a la nouvelle saison des Apprentis en plus qui est sortie dernièrement et Vivi et Bastos regardent ça ensemble depuis l'appartement de Bastos. Donc attention, oui ils peuvent faire des vidéos et oui ils sont amis, mais connaissant un peu le personnage Victoria Meo sur les réseaux sociaux, selon moi, même si elle avait été célibataire, elle aurait fait une sorte de soirée entre filles pour la Saint-Valentin. Le fait qu'elle soit avec Bastos me laisse aussi penser que peut-être ils se sont remis ensemble. Pour les blogueurs, plus aucun doute, les deux passent des nuits ensemble chez Bastos, donc une question persiste, est-ce que c'est le retour du couple? Dernière information, il y a une vidéo qui est sortie sur le compte Instagram de W9 dans laquelle on voit les retrouvailles de Vivi et Nicolo et je peux pas vous la mettre mais malheureusement on voit quelque chose sur ça, c'est les commentaires que je vais vous afficher. On voit Bastos qui dit « Il se passe quoi ici? Ça essaye de voler mon titre de gros clochard » et Nicolo répond « Bastos, j'espère que tous les efforts que tu fais pour te faire remarquer et pour refaire une télé vont marcher. Tu le mérites, pour le moment tu es blacklisté, mais tout peut arriver dans la vie et peut-être qu'ils vont changer d'avis. Un super dimanche. » Fier, Bastos a répondu « Merci Pupus, dur à lire mais mignon. » Et Nicolo a répondu « Je t'en prie clochard, j'imagine que c'est dur à digérer de ne plus faire de télé, mais tu te tiens bien, au top. » On voit que donc il y a toujours de l'animosité entre Nicolo, Vivi et Bastos. Pourtant, personnellement, je pense sincèrement que Vivi et Bastos sont en train de recoller les morceaux. C'est pour ça, moi je lui ai demandé si ils étaient ensemble. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de me répondre, mais que dans le cadre de mon travail, je suis obligé de demander. Et il ne m'a pas répondu. Je pense que ça peut en dire long. Que pensez-vous de tout ça? Parce que ça s'arrête jamais. Mais autre chose, je suis tombé sur ce réel sur le compte de So Live Gossip. Je vous laisse écouter. Achète-moi un sac. Et du coup, j'ai fait un TikTok où je lui ai acheté un sac Jacquemus. Et après, j'ai fait semblant que je le donnais à quelqu'un dans la rue. Mais en fait, est-ce que c'est vrai que t'as pleuré quand... Ouais. Pleuré quand elle a vu ça? Donc mon prank a fonctionné. Du coup, ça m'a fait de la peine quand elle me l'a dit. J'ai failli tout lui avouer. Oh et finalement, je lui ai amené son petit sac. Ce petit sac Jacquemus, le bisou, sur le site Jacquemus, il coûte 590 €. Mais les 2 TikTok que j'ai fait en parlant, ils m'ont rapporté 7000 €. C'est énorme, 7000 €. Merci en tout cas. franchement, tu pourrais m'acheter des petits choux. Ah, tu veux encore un truc, toi? Oui. Eh ben, refais une chanson. Bah, d'accord. Non, mais ça va, on fait ça une fois, on va pas le refaire à chaque fois quand même. En plus, mon pote, il bosse chez Jacquemus et j'ai eu 30% sur le sac. Quoi? On voit que avec les Reels, Bastos s'est fait 7000 € sur TikTok. Donc oui, j'ai dit Reels, mais en gros les TikTok, il s'est fait 7000 € sur l'application TikTok. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble ou est-ce qu'on est sur du business? Parce qu'il dit que le sac, il l'a payé 600 € moins 20% et que les TikTok ont rapporté 7000. C'est totalement énorme. Donc on peut se demander s'ils ne sont pas juste en mode biz, c'est-à-dire en gros, ils se voient, ils font des vidéos ensemble et tout parce qu'ils savent que ça va marcher et que c'est juste uniquement pour l'argent. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que tout ça n'est que business? Est-ce que tout ça n'est qu'amour? J'ai hâte de vous lire dans mes commentaires avec le hashtag MTT. C'était donc tout pour les gros dossiers. On va tout de suite passer à la découverte de la semaine avec un Blue qui est de plus en plus affolé. Pour la découverte de la semaine, je vais prendre un post Facebook que mon petit ami m'a envoyé parce que je n'avais rien d'autre en fait et je me dis que c'est super intéressant et que j'ai envie de le partager. On apprend que Maïva Amadouche, une policière de Paris, a fait beaucoup de choses
pour les femmes qui subissent des violences. Je vous lis. La policière de 33 ans est affectée à la 12e compagnie d'intervention depuis 2023, qui dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation et concilie son métier de policière avec sa carrière de boxeuse professionnelle avec déjà 6 ceintures au compteur dans la catégorie poids super plume. En janvier dernier, elle a été récompensée par la MGP, la mutuelle des forces de sécurité, pour son engagement auprès des femmes victimes de violences conjugales dans les Hauts-de-Seine. Depuis 2 ans, Maëva propose 2 heures par semaine des cours de boxe dans le centre pour femmes battues de Châtillon. Les cours se sont mis en place, accompagnés dans un premier temps par un psychologue. Seulement 5 à 6 femmes participent aux sessions pour mieux les suivre individuellement et surtout créer un lien de solidarité entre elles. Sans en faire des boxeuses averties, ces cours ont davantage pour but de leur rendre confiance en elles. Ces cours, c'est souvent un premier pas pour se reconstruire. La boxe, source de confiance en soi, sans aucun doute. Je trouve que c'est ultra important et intéressant de mettre ceci en avant et de, encore une fois, faire passer un message. Si vous êtes une femme ou même un homme victime de violences conjugales, parlez-en. Et il y a beaucoup de choses maintenant, il y a beaucoup de centres d'écoute, il y a beaucoup d'écoute en général, beaucoup d'aide et vraiment beaucoup de moyens de se défendre. Ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes absolument pas le problème dans ce genre de situation. C'est la personne qui fait du mal, que ça soit physique ou moral, puisque les violences ne sont pas que physiques, qui est responsable et coupable. Faites-vous entendre et faites-vous aider. Et je trouve que ce parcours est totalement remarquable. Et c'est pour ça que quand mon petit ami m'a envoyé ça, je me suis dit que si j'avais pas de découverte de la semaine, je le mettrais en avant et je le mets en avant. Bravo Maëva, bravo pour ce combat et bravo à toutes les femmes et tous les hommes qui essayent de s'en sortir malgré un quotidien qui peut être très compliqué. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre émission préférée de la semaine, Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité télé-réalité mais aussi société. Comme vous l'avez vu, cette émission a été plus longue que les autres et on a surtout parlé beaucoup de société plus que de télé-réalité. J'espère que ça a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Aidez-moi à atteindre les 50 000 abonnés pour cette année. C'est mon objectif pro et franchement, si on y arrive en 2023, je serai tellement fier de moi et tellement fier de nous parce que je répète et je le dis souvent sur Twitch, sans vous, je ne suis rien et c'est littéralement la vérité. Je vous aime d'amour, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de partager l'émission et de me taguer au cours de la semaine sur les actualités que vous aimeriez voir pour la semaine prochaine sur l'émission. On remercie Blue d'être venu ici, même si franchement il est un peu intenable ce matin, il est quand même resté assez calme, je peux pas lui en demander trop non plus, surtout que ça fait vraiment longtemps qu'on tourne, ça va faire presque 2h30 qu'on tourne, donc j'espère que cette émission a pu vous plaire, elle a dû être plus longue que d'habitude et tout ce que je vois c'est que mon petit Blue est en train d'avoir soif, pourtant il a de l'eau là-bas. Évidemment, j'ai encore une fois oublié l'emoji du jour et pour celui-ci, on va partir sur l'emoji star vu toutes les nouveautés que j'ai mises au montage. Je veux le voir par milliers dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime d'amour et j'ai hâte de vous retrouver dimanche prochain. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité, je vous aime d'amour et je vous retrouve demain pour Spill the Tea, mercredi pour Spill the Tea et dimanche prochain pour un nouvel épisode de Mix the Tea.